Donc les personnes physiques qui ont des problématiques, je vous dis, surtout au moment des moments cruciaux de leur vie, acquisition, cession d'entreprise, départ à la retraite, succession, transmission aux enfants, Pacte Dutreil, la complexité du Pacte Dutreil, mise en œuvre, bien faire attention, les apports-cessions, des moments cruciaux sur lesquels on peut optimiser franchement la fiscalité. Mais toujours, nous allons voir dans un environnement de plus en plus contraint, avec des règles un peu mouvantes, pas encore complètement fixées, et donc il faut vraiment une expertise pointue sur ces points-là. Alors en fiscalité, on traite de tout. On va donc de l'IS, la TVA, le crédit d'impôt recherche, les prix de transfert, nous sommes très pointus dans tous ces domaines. Impôts locaux, voilà. Vraiment, on a un champ d'intervention vraiment très large. On va bientôt démarrer les campagnes d'impôt sur le revenu et l'IFI. On peut optimiser l'IFI également dans vos situations. Donc, je vais démarrer sur ma partie. Donc, je vais parler, moi, de l'évolution, et Dimitri Barois va vous présenter la partie les régularisations qui sont possibles dans le contrôle ou en dehors du contrôle, puisqu'il y a de plus en plus de possibilités dans ces cas-là. Donc, l'évolution du contrôle fiscal et des pratiques que l'on peut constater. Alors déjà, j'ai une remarque préalable. C'est que ça m'a beaucoup choqué quand j'étais dans les impôts, c'est que j'y suis resté 12 ans, comme je vous ai dit. J'ai vérifié des grandes entreprises, des PME, des ETI. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est que même dans des grosses boîtes, il y avait en face de moi, inspecteur des impôts, des gens qui ne faisaient pas que de la fiscalité. Il y avait soit uniquement le DAF, le directeur administratif et financier, soit uniquement l'expert comptable, ou voire même quelquefois, ce qui est normalement pas très autorisé, le commissaire aux comptes. Donc, ces personnes ont plus ou moins une culture fiscale, c'est sûr, c'est indéniable, il y en a qui connaissent beaucoup de choses en fiscalité, mais ne se sont pas des spécialistes. Or, l'inspecteur des impôts, lui, il a fait que ça dans sa vie professionnelle, sauf exception par ceux qui sont arrivés en concours interne en cours de vie. Mais en tout cas, ils ont une formation, ils ont l'École nationale des impôts, et après, ils font que de la fiscalité. Et donc, je trouve toujours dommageable pour le contribuable, pour la société, de ne pas avoir un conseil d'un niveau équivalent de quelqu'un, d'un avocat qui fasse que de la fiscalité et qui soit au même niveau, voire forcément même à mon avis supérieur, parce que quand on est avocat spécialiste, on travaille un petit peu plus que dans les impôts. Et donc je vous conseille très fortement d'être assisté par un spécialiste qui fait que de la fiscalité. Et le deuxième point, après, c'est à quel moment du contrôle fiscal ce spécialiste le faire intervenir. Alors évidemment, quand on est une grosse entreprise, on peut le faire intervenir à chaque fois que le vérificateur est sur place. Ça, c'est l'idéal. Mais aussi, on peut moduler et l'avoir plutôt en feedback, en back-office, c'est-à-dire, on va y revenir, lors des questions du contrôle du vérificateur, comment répondre à ces questions. Parce que ce qui est crucial, c'est ça, c'est comment répondre aux questions. Parce qu'un document brut, il faut pouvoir l'expliquer, parce que derrière une question, il n'y a rien d'anodin. Le vérificateur, il vous pose une question derrière, il a sa culture fiscale, il sait les implications qu'il y a, plus ou moins. En tout cas, il les connaît en grande ligne. Et il sait que si vous lui répondez telle chose, il a peut-être quelque chose à gratter, quelque chose à continuer dans ses investigations. Si vous lui répondez de certaine façon, quelquefois, on clôt le débat sur un sujet qui aurait pu être tendancieux. Donc c'est vraiment très important d'intervenir au bon moment, et selon son budget, selon ce que vous voulez faire, selon les risques, il est très intéressant de nous faire intervenir en amont. Donc, avant de rentrer plus dans les détails, je voulais vous rappeler les 10 principales grandes étapes dans un contrôle fiscal, une vérification de comptabilité. Puisque le sujet ici, c'est pas la vérification des personnes physiques, hein, c'est ce qu'on appelle dans le jargon ESFP, examen de sa situation fiscale personnelle. Donc, on ne va pas traiter ça d'aujourd'hui. Ici, on traite de la fiscalité, du contrôle fiscal des entreprises, donc la vérification de comptabilité. Donc, il y a la première étape, réception d'un avis de vérification. Donc là, il faut bien examiner quelles sont les périodes vérifiées, quels sont les impôts vérifiés, parce qu'il peut y avoir un seul impôt, il peut y avoir tous les impôts,
Il peut y avoir des périodes indiquées, mais au-delà des périodes, si vous avez des déficits, ça peut remonter un peu avant. Donc voilà. Donc tout ça, il faut bien l'anticiper avant la première intervention sur savoir quel champ d'intervention va avoir lieu le contrôle fiscal. La deuxième étape, c'est la première intervention. Alors là, j'ai mis une petite anecdote parce que c'est très courant, c'est comment appeler le vérificateur. Le vérificateur, soit vous l'appelez vérificateur, et beaucoup de gens l'appellent le contrôleur. Alors, contrôleur, il faut savoir que dans les impôts, c'est comme dans la fonction publique en général, il y a des grades. Et les grades, c'est agent, contrôleur, inspecteur et inspecteur principal. Donc, quand vous appelez un vérificateur contrôleur, ce n'est pas son grade. Son grade, c'est inspecteur. Donc, quelquefois, il vous fait remarquer. Donc, c'est mieux d'éviter de l'appeler monsieur le contrôleur. Il vaut mieux l'appeler monsieur le vérificateur ou monsieur l'inspecteur. Ça ne peut pas faire de mal, puisque nous sommes dans un rapport humain. Pas oublier qu'un contrôle fiscal, c'est un rapport humain, bien que nous allons voir que ça devient de plus en plus impersonnel et de plus en plus, voilà, de moins en moins, le contact a moins d'importance qu'avant, mais reste quand même primordial. La troisième étape, c'est donc l'intervention sur place. Donc c'est en moyenne entre 5 et 10 fois, ça peut être moins, il y a des exceptions dans les deux sens. La réunion de synthèse, donc ça c'est la réunion de synthèse était primordiale, mais plus ça va, moins je constate que c'est primordial. En fait, la plupart du temps, les vérificateurs, ils ont déjà tout écrit, il y en a, ils ont déjà même écrit la notification avant de venir. Donc là, pour le débat oral et contradictoire, c'est pour ça que c'est très important en amont, lors des interventions, de bien faire parler le vérificateur, de savoir où il va, bien lui répondre pour pouvoir anticiper justement ce qu'il envisage de vous notifier. Voilà. Et en plus, une fois que c'est écrit, une fois que le vérificateur a écrit ce qu'il veut notifier, le problème c'est que pour le faire revenir en arrière, c'est toute une grande difficulté parce qu'il faut apporter des pièces complémentaires et des justifications. Voilà. Donc, il vaut mieux en amont essayer de régler les problèmes parce que le vérificateur demandera moins de pièces qu'une fois que c'est écrit, parce qu'une fois que c'est écrit, il faut qu'il se justifie auprès de son chef et le chef auprès du chef, voilà, pour savoir pourquoi ils abandonnent. Ensuite, il y a la réception de la proposition de rectification. Donc, réception, vous avez 30 jours pour répondre, mais maintenant, il y a une disposition qui fait que vous pouvez demander 30 jours supplémentaires. Les 30 jours supplémentaires, c'est 30 jours qui sont obligatoires. C'est pas s'il vous plaît, monsieur, accordez-moi. Non, c'est vous la demandez, vous êtes obligé de l'avoir. C'est un droit. Voilà. Vous envoyez votre réponse dans ce délai. Les impôts, après, ils peuvent vous répondre, mais ils n'ont pas de délai. Ils peuvent très bien répondre dans le mois. Alors, en général, c'est assez rare dans le mois, mais dans les 2 mois, voire, mais ça peut prendre un certain temps. En tout cas, ils n'ont aucun délai devant eux. Mais une fois qu'ils vous ont écrit, vous avez 30 jours pour saisir la commission. Donc, il y a des commissions. Ici, il n'y a rien de nouveau sur les commissions, donc je ne vais pas en parler spécifiquement, mais vous êtes contraint. C'est à ce moment-là qu'il faut les saisir. Et à ce moment-là, je vous conseille de saisir le recours auprès du hiérarchique, donc du chef de brigade, ou de l'interlocuteur. Donc, on va y revenir un peu plus loin. La 8e étape, c'est, donc ça, je viens de le dire, c'était ce qu'on vient de dire. Après le rendez-vous avec ces personnes, donc le chef de brigade ou l'interlocuteur, ces personnes vont vous faire un compte-rendu avec modification ou pas des conséquences financières de leurs abandons. S'ils ne modifient rien, ils ne notifient pas de nouvelles conséquences financières. Sinon, ils sont obligés de vous indiquer combien vous avez maintenant, après le rendez-vous, à votre charge. Et après, il y a l'avis de mise en recouvrement. Et une fois qu'on a l'avis de mise en recouvrement, on passe à la phase contentieuse. Donc nous, on va vous parler de la phase jusqu'à la mise en recouvrement. Dimitri va vous parler un petit peu plus dans quelques cas possibles après mise en recouvrement. Alors, il y a la vérification de comptabilité, mais il y a une nouveauté depuis 2017, c'est assez récent, donc il n'y a pas beaucoup d'arrêts sur des problèmes de procédure à ce stade, puisque ça vient de démarrer. Depuis 2017, donc, il y a l'examen de comptabilité. Alors, l'examen de comptabilité, c'est comme une vérification de comptabilité, à part que le vérificateur, il ne vient jamais chez vous. Donc, la seule différence, c'est que il y a 2-3 différences. La première différence, c'est que le FEC, vous devez, donc le fichier des écritures comptables, qui a bien modifié, on va voir le comportement aussi des vérificateurs, doit être remis, pas lors de la première intervention, vu qu'il n'y a pas d'intervention, donc dans les 15 jours. Donc vous devez envoyer le fichier dans les 15 jours.
Et la deuxième grande différence, c'est qu'une fois cette remise faite, l'administration a 6 mois pour vous présenter vous envoyer sa proposition de rectification ou l'absence de redressement. Donc voilà les deux contraintes. Donc le FEC, si vous ne pouvez pas envoyer le FEC, vous êtes susceptible d'avoir une amende et en général, ils peuvent annuler l'examen de comptabilité. En général, après, derrière, ils vont venir vous voir parce que si vous n'êtes pas capable de remettre le FEC, c'est qu'il y a un problème quand même de fond. Voilà. Alors, dans cette procédure, il y a une obligation au débat oral et contradictoire et cette obligation porte sur des échanges. Donc, il va y avoir que des échanges écrits, oraux éventuellement, avec des visioconférences et ou une convocation sur place dans les bureaux de l'administration pour discuter de certains points. Alors, le problème, on va y revenir de façon plus générale, mais le problème des questions par écrit, par email, c'est que quand on répond, forcément, c'est réducteur. Quand on est à l'oral, on peut expliquer beaucoup plus de contexte, etc. Dans une réponse par email, c'est quand même compliqué. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est dans les réponses email, c'est d'être bref, factuel, mais pas plus, et après solliciter une explication orale. Demandez que vous puissiez expliquer oralement quand la situation ou la demande ou les documents le nécessitent, évidemment. Si on vous demande une facture, mais une facture qui pourrait être susceptible de créer des possibilités de discussion, il faut absolument pouvoir expliquer le contexte au vérificateur tout de suite, surtout avant qu'il se monte le bourrichon, comme je dis, c'est-à-dire qu'il se fasse un film derrière cette facture. C'est très très important parce qu'une fois qu'il a fait ce film et qu'il l'a présenté à son chef, etc., pour revenir en arrière, pour lui dire mais non, c'est pas possible, vous avez mal compris, c'est pas ça, c'est très compliqué. Donc attention, c'est toujours, on remet un document. Si vous pensez qu'il peut y avoir plusieurs interprétations, avant d'envoyer, soit appeler le vérificateur, lui expliquer, envoyer la pièce après. C'est un conseil qu'on peut vous donner de façon systématique et c'est très efficace. Donc après, dans l'examen de comptabilité, vous avez les mêmes garanties, c'est-à-dire que l'administration ne peut pas revenir sur les mêmes impôts sur la même période une fois que c'est fini. Vous avez les recours hiérarchiques, la même chose puisque la charte peut s'appliquer, c'est-à-dire vous pouvez demander à voir le chef de brigade, à demander l'interlocuteur. Voilà. Après, ici, on vous aborde le point du rescrit contrôle. Le rescrit contrôle, ça s'applique aussi en vérification de comptabilité, c'est-à-dire que vous êtes en cours de contrôle, vous êtes à la fin, le dernier rendez-vous, par visio, ici, dans l'examen de compta ou sur place. D'ailleurs, même dans les vérifications de comptabilité, maintenant, les vérificateurs, il y en a certains qui ne veulent pas venir sur place avec le Covid et qui demandent si ça se fait en vidéo. Moi, je vous conseille quand même de le faire venir. Il a l'obligation de venir quand c'est une comptabilité, mais pas quand c'est un examen de comptabilité. Donc, le rescrit contrôle, c'est dire je souhaiterais que tel point soit écrit dans la proposition de rectification comme ayant été examiné et ne donnant pas lieu à redressement. La problématique derrière, c'est que l'administration n'est pas obligée de vous répondre. Et puis après, c'est de dire que, parce qu'elle peut très bien dire qu'elle n'a pas eu tous les éléments et que certes, il y a eu des échanges dessus, mais qu'elle n'a pas approfondi totalement le sujet. Donc le gros problème, c'est que dans une vérif de comptabilité, elle n'a pas de délai, le délai de 6 mois dont je vous ai parlé dans l'examen de compta. Dans la vérification de comptabilité, le vérificateur peut dire « Ah, ben, si vous voulez ça, ben, je reviens. Parce que je n'ai pas tout examiné, je vais reposer des questions. » Et donc, c'est à manipuler avec précaution. En tout cas, dans un examen de comptabilité, si vous êtes proche des 6 mois, vous pouvez lui dire ben, je voudrais que vous vous prononciez, que vous disiez que vous avez regardé ce point. Et donc ça, cette demande doit être faite par écrite avant la notification. Et ce que ça implique, après, derrière, c'est une prise de position formelle. Donc, une prise de position formelle, c'est-à-dire que l'administration se prononce sur une situation de fait qu'elle doit énoncer, et derrière, elle ne peut plus revenir dans un prochain contrôle que pour l'avenir. C'est l'inspecteur qui revient et qui dit bah non, cette analyse est fausse, il peut le dire, mais ça ne pourra pas s'appliquer sur le passé, ça peut s'appliquer sur la situation future. Donc la problématique, c'est quand on est inspecteur des impôts, la culture qu'on a quand on est dans les impôts, c'est absolument d'abord éviter de dire de se prononcer, en général, donc de faire des abandons purs et durs sans explication, ce qui fait que c'est pas opposable. Mais quand un collègue s'est prononcé et que vous n'êtes pas d'accord avec cette situation, l'inspecteur, ce qu'il va chercher, c'est de dire les faits ont changé, les faits que vous avez annoncés sont incomplets,
Et donc, je peux vous redresser parce que vous étiez de mauvaise foi en plus. Donc, en plus, je vous mets la majoration de 40%. Voilà. Donc, il faut bien savoir ça. Dans les rescrits, il y a toujours cette possibilité, cette volonté au niveau de l'inspecteur, parce que c'est sa culture de faire ça. Ce que je viens de vous expliquer. Alors, pour info, en 2019, pour vous donner un ordre de grandeur, donc il y avait 33 000 environ vérifications de comptabilité. 6 000 ponctuels, alors 6 200 ponctuels, les ponctuels, ce sont des avis de vérification sur un impôt particulier. Donc ça peut être la TVA de telle date à telle date. Voilà. Alors la TVA, la spécificité, si on veut vous vérifier que la TVA, après vous pouvez avoir une vérification générale, ce qu'on appelle générale, c'est-à-dire tous les impôts, et qui reprend la période vérifiée en TVA. C'est une spécificité. Mais on peut venir voir contrôler que de l'IS, qu'un point particulier, qu'un exercice, c'est possible, ils le font. Ils peuvent le faire. Et donc, il y a 3100 examens de comptabilité. Vous voyez, ce n'est pas énorme à comparer, mais ça va se développer. Et le point aussi que je n'ai pas précisé jusqu'à maintenant, c'est que l'examen de comptabilité, ça s'applique à toutes les entreprises, qu'elles soient petites, grandes ou internationales. Voilà. Face à 1 milliard de chiffre d'affaires ou 500 000, c'est pareil, l'examen de comptabilité peut s'appliquer, peut se faire. Et vous voyez aussi, le SFP, c'est l'examen des comptes bancaires personnels, la situation fiscale personnelle. Il n'y en a pas beaucoup dans une année, entre guillemets. Alors, un point dont vous n'avez jamais entendu parler, c'est qu'est-ce qui se passe avant l'avis de vérification. Alors déjà, je voulais revenir au préalable, vous expliquer, parce que quand j'ai vu la liste des inscrits, j'ai vu qu'il y avait un peu des entreprises de toute taille. Donc en fait, juste un petit rappel sur l'organisation de l'administration fiscale. Donc, les petites entreprises, c'est la direction départementale. Alors, certaines directions départementales n'ont pas suffisamment de tissu fiscal suffisant. Ben, ça veut dire, en termes, c'est le jargon qu'ils emploient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'entreprises pour nécessiter des brigades, ce qu'on appelle les brigades, parce que c'est le nom des brigades de vérification. C'est donc les vérificateurs, ils se regroupent administrativement par brigade. Et il y en a pas assez, donc il y a des interdépartements. Mais donc ça, c'est les petites boîtes. C'est donc pour l'activité d'achat-revente, c'est donc jusqu'à 1,5 million de chiffre d'affaires. Donc 1 million, pour moi 1,5 million, parce qu'antérieurement, c'était 10 millions de francs, voilà l'idée. Hein. Et donc 0,5 de prestations de services, donc de 0 à 500 000. Ensuite, la DIRCOFI, donc ça monte. Donc vous voyez la DIRCOFI, donc moi j'ai fait partie de la DIRCOFI avant d'être avocat, donc pendant 7 ans, j'ai fait aussi donc les petites entreprises au tout début de ma carrière. Et donc là, on peut aller de 500 000, vous voyez, de 500 000, c'est tout petit en prestation de service, jusqu'à 76 millions. C'est énorme. La différence, c'est pas du tout les mêmes problématiques. Hein, et parallèlement, au niveau des ventes, c'est pareil. On peut commencer à 1,5 million de ventes pour aller vérifier donc des entreprises jusqu'à 152 millions. Alors pourquoi 152? Parce que toujours pareil, c'est parce que c'est quand on est passé au franc. La différence, c'est ça. Donc, et au-delà, on dépend donc de la DVNI. DVNI, c'est donc des brigades qui interviennent sur toute la France, tandis que la DIRCOFI, ça intervient sur une région. La DIRCOFI, ils ne sont pas spécialisés, ils peuvent vérifier le boulanger du coin et passer après à l'industriel ou à l'informatique. Et donc, ils font un peu de tout, ils ne sont pas très spécialisés par activité, tandis qu'à la DVNI, au niveau national, et les brigades sont spécialisées sur plusieurs secteurs qui sont regroupés par brigade, pour mieux comprendre les problématiques de chaque secteur d'activité. Les problématiques fiscales, évidemment, le reste étant accessoire pour eux. Alors, les points que je souhaitais aborder aujourd'hui, voilà, je les ai résumés ici. On va les aborder les uns après les autres. Donc, ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est la programmation. La programmation, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, c'est ce que vous ne voyez pas. Vous n'avez jamais entendu parler. C'est pourquoi vous êtes sélectionné. Pourquoi on vient vous vérifier, vous, et pas le voisin. Voilà, donc ça, c'est la programmation des contrôles fiscaux, et ça, il y a un changement fondamental. Et on se demande même jusqu'à quel point ça ne va pas être un changement, c'est l'intelligence artificielle qui intervient dans la sélection. Et demain, est-ce que ce ne serait pas l'intelligence artificielle qui ferait eux-mêmes les redressements? Et là où est le débat aura les contradictions. Et on n'en est pas là pour l'instant, mais néanmoins, on va voir rapidement que ça a beaucoup d'incidence et que c'est en fort développement. Et ce qui a été voté dans la loi de finances, c'est l'aspiration des données publiées sur Internet, c'est-à-dire que
pour tout ce que vous publiez à titre personnel, donc sur Internet, ou même d'ailleurs à la limite l'entreprise, peut être exploité pour après alimenter un redressement. Mais ça ne peut pas créer le redressement lui-même, mais ça peut venir en appui du redressement, ou en tout cas comme un indicateur qu'il y a éventuellement une fraude sur tel ou tel point. Ensuite, il y a ce qui a changé fondamentalement aussi, c'est la transmission des fichiers, des écritures comptables. Voilà, depuis 2014. Donc, bon, ça vous le savez, mais ça a changé quand même complètement Je regarde l'heure pour pas déborder. Tu l'as en bas à droite de l'écran si tu veux. Oui, je l'ai en bas à droite. On peut déborder un peu, hein, ça sera pas grave. Voilà, après, il y a. Je t'en voudrais pas. Après, il y a la prescription. Alors ça, je ne vais pas y revenir. Donc, vous savez que politiquement, la fraude fiscale, c'est à la mode, ça ne coûte pas de pain. On peut mettre des textes dans tous les sens. Regardez, votez pour moi, je taxe les riches et les grosses entreprises. Donc, en fait, tous ces textes exceptionnels s'appliquent à tout le monde, que vous soyez petit, grand, que vous ne soyez pas ni Amazon, ni quoi que ce soit. Il y a un texte qui s'applique, ce n'est pas limité à monsieur Amazon, hein, non. Donc, il y a des délais de prescription qui explosent. Quand j'ai commencé ma carrière, juste avant, c'était la vérification, ça portait sur 4 ans. Ça a été une grande révolution à l'époque. Les inspecteurs, ils ont eu du mal à s'y remettre, de passer de 4 ans à 3 ans. Mais depuis, il y a plein d'exceptions. Alors, on ne va pas en parler ici, c'est trop technique. Mais c'est juste pour attirer votre attention, c'est que tout justifie des prescriptions longues. Et quand vous avez une prescription de 10 ans, comment vous allez retrouver les documents d'il y a 10 ans? C'est un truc de dingue. Donc, du coup, vous pourrez vous retrouver complètement démunis. Et d'ailleurs, à ce titre-là, concernant les changements actuellement, l'évolution du contrôle fiscal, c'est que j'ai de plus en plus de demandes dans des contrôles fiscaux qui portent sur des écritures très vieilles. J'ai un client, ils ont demandé toutes les factures de toutes les IMO depuis la création de l'entreprise, enfin qui existait encore. Ils voulaient la facture de tous pour pouvoir justifier des amortissements. Toutes les factures. Il a fallu aller rechercher dans les archives, enfin un truc de dingue. Et chez un autre, là actuellement en cours, il demande la justification d'une écriture, d'une avance en compte courant qui a eu lieu il y a 15 ans. Et il demande la justification des flux bancaires. Non mais c'est... bon, bref. Donc, attention à cela. Alors après, il y a aussi une modification, je vais y revenir, c'est l'échange de données automatique entre États. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête, savoir ce que l'administration a comme pièce ou peut avoir comme pièce. Et les échanges ponctuels sur une demande, maintenant, les États, en contrepartie, répondent très rapidement. Et on va voir dans quelles limites ça a. Donc l'examen de comptabilité, on en a parlé. Il y a aussi ce qui n'existait pas avant, et je ne vais pas y revenir dessus, c'est vous faites une demande de remboursement de TVA, l'administration peut venir sur place, regarder les justificatifs que vous présentez pour justifier votre crédit TVA. Il y a une généralisation des clauses anti-abus qui s'applique dans plein de cas, et notamment il y a la transformation de l'abus de droit, puisque maintenant l'abus de droit, on va voir très rapidement aussi, il s'applique aussi aux buts principalement fiscaux. Donc il y a une application plus sévère des sanctions et la pénalisation du contrôle fiscal. Voilà. Donc voilà. Donc parmi les critères, il y avait les vieux critères, défaut de déclaration, évidemment ça existe toujours. Si vous ne déclarez pas, ils vont venir, c'est un sujet pour venir vous voir. Oui, juste avant que j'oublie, c'est que dans la programmation, ce que vous ne voyez pas, le vérificateur, lui, il a une fiche sur laquelle il est indiqué le motif pour lequel on vient chez vous. Il y a toujours un motif. Et le motif, ça peut être jamais été contrôlé depuis 10 ans, bon, mais ça devient de plus en plus rare. Il y a un motif. Donc c'est toujours intéressant pour vous, à un moment donné, soit au début, soit au cours de vérification, de dire mais c'est pourquoi vous veniez sur tel point, parce que vous n'arrêtez pas de me poser des questions. C'est toujours intéressant parce que ça veut dire que le vérificateur, lui, il doit justifier pourquoi il n'a pas fait de redressement par rapport à l'axe de contrôle qu'on lui a donné. Donc c'est important de savoir que lui, il a ça, et il doit se justifier derrière. Donc mettre les moyens derrière pour faire tomber cette présomption, entre guillemets, de fraude. Voilà. Puisqu'il vient pour un sujet, et il doit justifier pourquoi il ne fait pas de redressement. Bon, il y a évidemment la TVA au passif, maintenant ça se dit avec justement la robotisation et le croisement des fichiers, l'administration peut le percevoir très facilement. Voilà. Donc, je vais parler un petit peu des dénonciations, parce que ça, c'est un sujet qui existe depuis toujours, mais qui est maintenant dans la loi.
Ça s'appelle plus une dénonciation, c'est les lanceurs d'alerte, mais enfin pour moi ça reste une dénonciation. Je déteste ça, c'est peut-être mon goût pour l'histoire et la Deuxième Guerre mondiale, quelques restes, mais en tout cas, voilà, maintenant c'est légalisé, on va revenir dessus. Voilà, et les nouveautés. Donc, c'est le traitement, ce que je viens de dire, le traitement informatique des données. Donc, l'intelligence artificielle, maintenant, en 2020, a permis, a été, suite à des traitements, la mise en programmation de 1/3 des entreprises. Donc, demain, ça va être demain, je pense, ils vont même faire, par traitement informatique, dire bah, il devrait y avoir tel et tel redressement. Et à vous de justifier, et donc le vérificateur va venir avec une présomption de redressement dans sa tête. Donc, on n'est pas loin de ça. Donc, il faut vraiment être vigilant, d'essayer de connaître le motif, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, quand il arrive. Et l'aspiration des données sur Internet, j'en ai parlé. La fiscalité internationale, je vais juste évoquer le sujet parce que ça concerne moins d'entreprises. Ils cherchent absolument à détecter s'il y a un établissement stable en France. Et pour les entreprises, et notamment les entreprises numériques, mais ça peut toucher des très petites boîtes qui pensent être payer l'impôt à l'étranger, mais qui en fait seraient taxables en France, et notamment, puisque ça c'est la grande mode, pour un article qui existe depuis très longtemps, le 155A, ça vous dira peut-être rien, mais en tout cas c'est très important d'avoir ça en tête, notamment pour les experts comptables et les clients qu'ils peuvent avoir dans tout ce qui est numérique, puisque avec le travail à distance, et si on travaille dans le numérique, on peut travailler n'importe où. On voit bien avec, je vous dis, le travail à distance, le télétravail. Et donc, il y a un article, on va y revenir dessus rapidement aussi, pour vous alerter sur ce point-là. Voilà. Et l'échange de données entre États, de manière mécanique. Donc, la dénonciation. Donc, la dénonciation, c'était à titre transitoire, toujours, c'est toujours pareil, il y a toujours méthode, mais c'est la méthode des politiques en général. On dit on va faire une expérimentation pendant 2 ans, mais on est sûr que ça s'applique. Hein, c'est comme la limitation des 80 km/h hein, sur l'autoroute, enfin sur les routes. C'est pareil, on va faire une expérimentation, mais en fait, à chaque fois, c'est une fausse expérimentation. Donc là, pendant 2 ans, on a dit on va expérimenter là. Dans la loi de pour 2020, en fait, ça a été codifié. Et ça a été étendu. Alors au début, c'était les lanceurs d'alerte, entre guillemets, donc les dénonciateurs de fraude internationale, puisque ça faisait suite aux affaires de ceux qui avaient des comptes en Suisse et l'affaire aussi au Luxembourg voilà, sur les transferts internationaux. Donc, pardon ? Oui, Leaking, exactement. Et donc, et puis Panama Papers aussi, voilà. Donc, ces affaires-là. Donc, en fait, ils ont au départ visé que la fraude internationale. Je vous donne les cas, là, je vous les cite. Mais, comme par hasard, ça s'étend. C'est toujours comme ça. On commence par un petit bout. Ça concerne que les grosses boîtes. C'est pas nous, c'est pas moi. Mais maintenant, ça va être pour tout le monde. Donc, TVA. Et en plus, il va y avoir également donc une rémunération, parce que derrière, c'est la rémunération des dénonciateurs, donc des lanceurs d'alerte, hein, pour être poli, dans le jargon actuel. Donc, c'est dès lors qu'il y aura un redressement qui sera généré par cette dénonciation de plus de 100 000 euros, et avec des majorations, parce qu'en général, s'il y a une dénonciation, c'est que vous êtes de mauvaise foi, hein, voilà, eh bien, le dénonciateur aura droit à une rémunération. Voilà. Et donc, c'est institutionnalisé. Moi, quand j'ai commencé ma carrière dans les années 80, eh bien, ça existait déjà, personne ne le savait vraiment, mais bon, il y avait une rémunération qui était faite. Ça a été à un moment donné abandonné parce que voilà, et là maintenant c'est remis au goût du jour en disant c'est super, c'est génial, on va payer. Donc la dénonciation, c'est la relation de confiance, hein, la relation de confiance avec ses salariés, c'est génial. Donc il faut se méfier de tout le monde parce que à mon époque, la dénonciation les plus fiables c'était sa femme qui divorçait ou son mari, voilà, si c'est la femme qui est dans les affaires, ou le comptable, puisque j'ai eu j'ai vérifié une entreprise sur laquelle il y avait une programmation qui était faite par le comptable qui avait été viré, la comptable qui avait été vérifiée de l'entreprise. En fait, il n'y avait rien du tout parce qu'ils avaient régularisé par compte courant, mais bon, peu importe. Donc, j'ai rien trouvé quand j'étais dans les impôts sur ce sujet-là, dans cette boîte-là. Mais voilà, donc les dénonciations, maintenant, elles sont rémunérées. Je pense qu'il faut faire attention, du coup, sur comment communiquer
aux salariés sur certains points qui peuvent, pour le commun des mortels, apparaître comme une fraude, alors qu'en fait, ce n'est pas une fraude du tout. Il faut expliquer comment ça marche, et notamment dans les prix de transfert, mais pas que. Il peut, parce que le comptable, les comptables peuvent voir un petit bout de la lorgnette et les bruits de couloir peuvent dire il y a telle et telle chose qui sont anormales dans l'entreprise. Il faut faire très attention, dire couper court à ça, donner des explications que voilà pourquoi c'est possible, pourquoi c'est légal. Parce que donc dans les nouvelles pénalités qui sont visées donc au redressement qui donne lieu à dénonciation, il y a donc toute une série d'activités où on se dit je ne suis pas concerné. La dernière, par exemple, la dernière ligne, c'est le trafic de drogue, etc. Bon, ça, c'est sûr, il y a peu de chances que vous soyez concerné. Le transfert de fonds à l'étranger ou à provenance, bon, ça, je veux dire, la découverte d'une activité occulte, bon, ça, c'est le mec on comprend tous ce que c'est le travail au noir. Bon, et encore que, on peut être une entreprise et avoir une activité occulte dans un pays, par exemple en France, voilà. Bon. Être filiale d'une entreprise et le fisc français considère que votre société mère a une activité occulte en France, un établissement stable et avec des pénalités. Donc, ça pourrait s'appliquer si quelqu'un vous dénonçait dans l'entreprise pour cette fraude, entre guillemets. Parce que ce n'est pas toujours avéré et c'est toujours discutable d'un point de vue fiscal. Mais surtout, c'est que ça s'applique quand il y a l'application des manquements délibérés, donc les 40%, l'application des 40%. L'abus de droit, bon, mais surtout les manquements délibérés qui sont appliqués maintenant quasiment systématiquement, très très souvent en tout cas, par l'administration fiscale. Donc attention, c'est pas quelque chose qui s'applique qui concerne l'autre, le voisin, ça peut vous concerner, donc être vigilant dans sa communication me semble très important à ce niveau-là. Voilà. Alors après, voilà, donc là, c'est le deuxième point, c'est donc une situation qu'on rencontre très, très souvent. C'est un article 155A qui a été créé à l'époque pour viser une situation bien particulière, mais qui s'est étendue, qui s'appliquait très peu, et ça fait une dizaine d'années, il y a énormément d'arrêts dessus, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont concernées, notamment parce qu'il y a des faux bruits qui courent sur des possibilités d'optimisation fiscale facile. C'est comme dans ma jeunesse où, à un moment donné, il y avait un bruit qui courait, comme quoi il suffisait de mettre sa société en Angleterre tout en étant coiffeur en France et être exonéré d'impôts parce qu'on avait sa société qui était en France. Bon, ça, c'était une idiotie. Mais en tout cas, là, actuellement, c'est plus tout à fait pareil, mais on n'est pas loin. C'est la même idée. C'est je travaille dans l'Internet ou je travaille dans une activité qui me permet de travailler où je veux dans le monde. Donc, je veux rester français, mais je crée ma société dans un pays où je vais payer moins de cotisations sociales et moins d'impôts. Ça peut être l'Espagne, je l'ai vu dans un dossier récemment, dans l'Espagne, mais ça peut être également, évidemment, n'importe quel pays, puisqu'on est quand même les champions du monde des prélèvements sociaux, mais également au niveau de l'IS, on commence à baisser un peu le taux d'IS, mais on est aussi quand même assez champion du monde de l'IS. Donc, je suis prestataire de service, je crée une société à l'étranger, cette société rend des prestations de service à un client français, et bien, avec ce texte, vous pouvez être taxé sur les montants facturés par la société que vous contrôlez à l'étranger. Et c'est vraiment un texte anti-abus, entre guillemets, et vous n'avez pas beaucoup de possibilités pour vous défendre. La seule possibilité, ce serait que cette société aurait également une activité de vente et que l'activité prestataire de service est accessoire. Ou deuxième possibilité, c'est que cette société à l'étranger, elle a également du personnel, et c'est que ce personnel qui rend des services à la société française. S'il y a une partie du résident, du français, qui est facturé en tant que tel à la société française, c'est cette quote-part aussi qui sera imposée. Et ça a été jugé constitutionnel, et le Conseil d'État ne veut absolument pas, refuse de transmettre toutes les questions auprès de la CGE pour savoir si c'est anti-européen contraire à la liberté d'établissement. On considère que non. Donc là, c'est vraiment un piège, il faut vraiment l'avoir en tête. Ensuite, je reviens sur ce qu'a l'administration avant de venir chez vous. Donc, elle depuis 2015, elle a des informations automatiques qui viennent des États européens. Donc, il y a cinq types de revenus qui sont connus d'elle. Donc, il y a les salaires, jetons de présence, pension, ça veut dire les retraites, les produits assurance vie et tout ce qui est location, les locations et les plus-values. Alors, évidemment,
Il y a des pays qui sont mal organisés, qui transmettent certaines informations, mais qui ne sont pas exhaustives. Mais nous, on lave toujours plus blanc que blanc. Donc nous, on donne plein d'informations sur nos résidents français pour ceux qui se fassent massacrer également dans les autres pays. Et donc, en revanche, on reçoit moins d'informations qu'on donne. Mais on est content avec ça. Hein, c'est l'administration française, c'est super. On lave plus blanc que blanc. Très bien. Dans la compétition internationale, c'est super de se faire de massacrer ses propres résidents. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc, ils reçoivent ces informations, ils ont ces informations où ils peuvent les avoir. Donc, de bien avoir en tête avant de faire, ou ne pas faire, de ne pas déclarer vos revenus. Il y a également d'autres pays, donc de plus en plus, qui s'étendent. Là, dans la dernière documentation que j'ai pu voir, il y en avait 67 en plus, qui transmettent les comptes que vous avez à l'étranger, le solde en fin d'année et la nature des revenus que génère ce compte. Voilà. Donc, bien avoir ça en compte. Après, pour toutes les entreprises, il y a également les demandes. C'est-à-dire, un vérificateur vous vérifie, vous avez un flux avec l'étranger, il peut demander à l'administration fiscale étrangère concernée des informations sur ce flux. Comment il a été taxé à l'étranger, qui est le bénéficiaire, etc. Donc ces demandes, avant, ça prenait un temps infini pour que l'administration en face réponde. Là, maintenant, ils répondent de plus en plus rapidement. J'ai pu le constater. Alors, je reviens sur la première intervention. La première intervention, quelle pièce détient le vérificateur? Donc, on en a parlé. Je vais passer assez vite. La visite de l'entreprise, il y a souvent des questions là-dessus. Oui, il a le droit de visiter. Oui, quand vous faites visiter, attention, pensez aux impôts locaux. Une visite d'un inspecteur, c'est comme les questions de l'inspecteur, c'est jamais neutre. Il y a toujours derrière une culture. Il a une culture fiscale que vous n'avez pas forcément pour tous les impôts. Donc quand il visite, lui, il pense à des choses que vous ne pensez, auxquelles vous ne pensez pas. Il pense impôt, sa culture, c'est impôt, c'est venir, c'est vous redresser, c'est pas pour vous faire des dégrèvements. Il faut absolument avoir ça en tête. Donc, il va vous demander des documents, l'organisation informatique de l'entreprise. Voilà. Et là où il y a aussi un point important, c'est positionnez-vous sur la périodicité des contrôles. Lui dire, vous pouvez venir telle semaine, mais ce n'est pas possible en fait. Vous venez, la porte est ouverte, vous aurez un bureau, mais je ne pourrai rien vous fournir parce que j'ai ma clôture, ou j'ai des obligations, etc., ou j'ai mes vacances. Positionnez-vous, mais vous ne lui dites pas, je vous interdis de venir. Vous dites, venez, mais vous n'aurez rien. Je ne pourrai rien vous préparer. C'est important de vous positionner. Surtout qu'il y a toutes sortes de vérificateurs. Alors, la grande nouveauté maintenant, c'est la piste fiable, la piste d'audit fiable. Alors, ça, maintenant, les vérificateurs commencent à demander quasiment systématiquement est-ce que vous avez une documentation sur la piste d'audit fiable? Alors, pourquoi font-ils ça? Parce qu'il y a des textes qui leur permettraient de rejeter la déductibilité de la TVA si vous ne présentez pas la piste d'audit fiable. Alors, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu ça appliqué. Rejeter carrément la totalité de la TVA déductible, mais un jour, comme il pose des questions sans arrêt, ça va bien venir dans les réponses à propositions de rectification, de dire mais vous avez examiné tel point, vous m'avez posé tel point à tel moment, et du coup, pourquoi vous ne l'avez pas écrit? Je pense que c'est intéressant, après coup, au moment de la notif, de dire mais prononcez-vous sur le sujet. Donc eux, ils peuvent toujours répondre que vous n'avez pas eu assez d'éléments à transmettre. Et à vous de dire, bah si, il y avait suffisamment d'éléments. Donc là, on est au balbutiement, on ne sait pas ce que le Conseil d'État va dire. Mais sachez que le Conseil d'État, lui, son principe, c'est on défend l'administration, les vices de procédure, ça n'existe quasiment pas. Voilà, en gros, donc à suivre, mais je suis assez pessimiste sur un soutien encore donc des tribunaux administratifs auprès de l'administration qui a toujours raison, ou quasiment, à les écouter. En tout cas, c'est très difficile de justifier et d'avoir un vice de procédure. Alors, l'abus de droit, je voulais en parler. Il y avait deux sortes d'abus de droit, donc la fictivité et l'abus de droit, ce qu'on appelle pour fraude à la loi, c'est-à-dire qu'on applique un texte littéralement et dans un but exclusivement fiscal. Donc, en gros, on veut bénéficier d'un texte, mais c'est contre l'intention du législateur. Le problème, c'est que même avant tout changement, la jurisprudence récente du Conseil d'État a l'air de dire que si ça manque de substance, même un acte qui est économique, qui est réel, on peut l'écarter. Et ça, c'est très, très dangereux. On espère tous, les spécialistes, entre nous, il y a eu énormément d'articles sur cette jurisprudence pour dire, mais c'est pas possible.
d'aller dans ce sens-là. C'est trop subjectif, l'artificialité. Et donc, on espère que le Conseil, c'était une décision d'espèce et que ça ne va pas être généralisé. Donc, on verra sur ce point-là. Mais en tout cas, la nouveauté maintenant, c'est qu'il peut y avoir un acte qui peut être mis en cause sur la procédure de l'abus de droit, donc avec application d'une majoration de 80%, sur si l'acte est fait, l'option fiscale est faite dans un but principalement fiscal. Voilà. Donc la notion de principalement fiscal n'est pas très bien définie dans les textes, c'est très flou, donc voilà, il y a eu beaucoup de peur au départ, l'administration a essayé de rassurer un petit peu, mais néanmoins on a quelques doutes. Alors, dans les nouveautés actuelles, il y a les problématiques, on peut en citer deux, je vais vous en citer deux. Donc il y a les soultes. Alors les soultes, il y avait un texte qui disait qu'on pouvait, lors d'un apport de titres, une soulte, c'est quand on apporte des titres et lors de l'échange de titres, donc on apporte quelque chose à une société, des titres ou autre chose, hein, on a des titres en contrepartie. Et le rapport d'échange tombe pas forcément juste, donc on peut avoir un complément en espèces. Et il y avait un texte qui disait, si ce complément d'espèces, cette soulte, est inférieur à 10%, il n'y a aucun problème, on peut avoir cette soulte à hauteur de ce montant-là. L'administration et le Conseil d'État, derrière, a dit non, ça c'est de l'abus de droit, il faut un motif derrière, autre que fiscal, que de se créer une soulte et d'avoir un compte courant sur lequel on peut prélever des sous, sur lesquels on peut prélever sans rien payer. Donc, c'est un abus de droit, ça a été confirmé par le comité de l'abus de droit, et là, c'est la bérésina, là, tout le monde se fait aligner, tout ça. Donc, ceux qui en fait, qui ne sont pas encore redressés, sachez que vous vivez dangereusement et qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire. En tout cas, c'est à étudier. Le deuxième point sur lequel je voulais alerter votre attention, c'est actuellement, il y a une programmation des impôts sur les rachats de titres. Donc, un rachat de titres, depuis une décision du Conseil constitutionnel, ça doit être en 2014, qui a dit que les rachats de titres, maintenant, c'était des plus-values. C'était traité comme des plus-values. Et vous savez qu'il y a deux possibilités. Soit on verse des dividendes, soit on peut racheter des titres pour diminuer la quote-part d'un associé dans la société, soit pour le faire sortir. Ça, c'est idéal. Ils peuvent réélire quand c'est dans ce sens-là. Mais si vous baissez de façon unilatéralement, ou si vous n'avez qu'un associé et vous baissez et vous lui attribuez, vous faites par rachat de titres et donc vous lui attribuez des sommes qui ne sont pas des dividendes et qui sont actuellement taxées donc à 30% la flat tax, la plus-value, normalement, c'est aussi la flat tax. Mais vous pouvez aussi avoir, si c'est le créateur de l'entreprise, avoir un abattement renforcé, donc de 85% de plus-value, qui fait que vous allez payer moins que la flat tax. Et donc là, le sujet actuel, c'est de savoir est-ce que c'était une possibilité d'avoir un choix fiscal ou est-ce que c'est une fraude de bénéficier de la meilleure solution fiscale pour appréhender du cash? Donc là, actuellement, on est en débat. Il n'y a pas eu encore Le comité de l'abus de droit ne s'est pas prononcé. La jurisprudence non plus, parce que c'est très récent, puisque je vous dis, ça date de 2014, le temps que l'administration se réveille et que les conseils proposent ces situations. Donc il y a des situations qui sont à risque, il y en a d'autres qui, pour nous, ne sont pas à risque. Donc défendez-vous, suivons ça de façon attentive. Si ça a déjà été fait, le rachat de titres, ça peut se faire, mais dans des cas spécifiques, si vous voulez pas vivre dangereusement. Et pour le reste, à suivre. On verra ce que décide notamment le comité de l'abus de droit. Alors, comité de l'abus de droit, juste une petite parenthèse, pour ceux qui ne sont pas initiés, c'est on vous fait un redressement avec la procédure de l'abus de droit, vous avez la possibilité de saisir un comité qui est plus indépendant qu'avant maintenant, de sa composition, et qui fait qu'il se prononce, qui donne son avis. Voilà. Et après, l'administration, en général, elle suit le comité de l'abus de droit, mais pas toujours. Quand elle veut faire jurisprudence, elle peut passer outre l'avis de ce comité. Voilà. Ensuite, il y a les sanctions fiscales. Les sanctions fiscales, donc, ce que je vous disais, là, on récapitule ce qu'il y a. Donc, il y a l'intérêt de retard qui a baissé, qui est quand même à 2,40. Hein, vu les taux d'intérêt actuels, c'est quand même assez élevé, mais ça reste raisonnable, entre guillemets. Donc, après, il y a de plus en plus, on constate de l'application de la majoration de 40%. Alors, avant, ça s'appelait la mauvaise foi. Maintenant, c'est le manquement délibéré, c'est mieux. Mais ça reste toujours à 40%. Donc, il y a une application systématique quasiment des manquements délibérés dès lors que
Les montants sont significatifs, en fait, c'est souvent le critère principal. Donc, le fait que le montant soit significatif, très souvent, ça suffit pour eux, et la jurisprudence les suit malheureusement, bien souvent, sur ce fait-là. Nous voulions ici vous rappeler sur un point particulier, c'est attention que quand vous avez un redressement au cours d'un contrôle, que ce soit de l'IS, de la TVA, que les redressements ont lieu en IS, TVA ou autre impôt, il y a un cumul. Dès lors que vous avez de la mauvaise foi, par exemple, les 40%, sur ces droits et que la totalité des droits dans ce contrôle-là excède 100 000 euros, eh bien, votre dossier va être transmis systématiquement au procureur de la République, automatiquement. Donc, ça s'applique également, donc je vous dis, dès que vous avez l'application de 40% et que ça a été réitéré. C'est-à-dire qu'au cours des 6 dernières années, il y a déjà eu application, pour n'importe quel sujet, de manquements délibérés. Donc, quand vous avez des manquements délibérés, une année, battez-vous pour ne pas l'avoir. C'est essentiel, puisque dans 6 ans, si vous avez à nouveau des manquements délibérés et que le montant des redressements sont supérieurs à 100 000, ce sera transféré au procureur de la République. Donc attention, attention. Alors 100 000 pour une petite entreprise, c'est énorme. Pour des PME ou des ETI, donc entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, c'est rien du tout. Donc attention à ça, c'est vraiment très important. Donc le calcul de 6 ans se calcule à partir donc, de la mise en recouvrement de la précédente application des manquements délibérés. Voilà. Et après, ça s'applique également automatiquement dès lors que vous avez des majorations supérieures à 40%. Là, c'est automatique, 100 000 euros, plus de 80% au procureur. Donc après, le problématique des procureurs, c'est qu'ils vont avoir, et ils ont eu déjà beaucoup plus de plaintes à traiter de ce genre de dossier. Le problème, c'est que vous savez qu'en France, ils sont comme les autres, les magistrats, ils ont une culture économique très faible. Donc, ils voient de la fraude un peu partout. Et en plus, ils ont des convictions un peu anti-patronat. Voilà. Je ne vous fais pas un dessin, ce qui peut arriver. Donc, c'est un danger. Il faut l'avoir en tête et se battre et bien avoir en tête quand vous discutez avec l'inspecteur, notamment quand il veut vous mettre les manquements délibérés. Voilà, donc là, on vous explique que ça se fait par société. Si la société est absorbée, il n'y a plus de manquement délibéré qui s'applique à l'absorbant par rapport à un manquement délibéré qui s'est appliqué sur l'absorbé. Pour les personnes physiques, ça s'applique au niveau du foyer, fiscal, mais avec une exception, c'est-à-dire que si dans le foyer, il y a monsieur ou madame qui a une activité BNC, ça veut dire dentiste, toubib ou avocat, ou BIC, c'est-à-dire commerçant, mais pas en société. Si lui, il a des manquements délibérés, ce sera des manquements délibérés sur le BIC propre la prochaine fois, et ce sera pour lui, les poursuites pénales. Ce ne sera pas au niveau du foyer. Vous voyez, sachant que c'est donc monsieur, madame. Voilà. Alors, le dernier slide, c'est ça pour moi. Donc, c'est la saisie. Donc, la saisie des commissions, il n'y a rien de nouveau. C'est la commission des impôts directs et TVA. C'est que sur des situations de fait. Il y a tout un débat de savoir si on a intérêt de le saisir ou pas. Moi, je suis pour, mais que dans des cas bien précis. Donc, je ne veux pas le développer ici. C'est pas le sujet. Il n'y a pas de nouveauté. Et le recours hiérarchique et l'interlocution. Alors, le recours hiérarchique, c'est je vais voir le chef de l'inspecteur. Alors, comme je vous expliquais, comme le contrôle fiscal devient de plus en plus impersonnel, donc vous avez une programmation par informatique, par intelligence artificielle. Le vérificateur a l'impression qu'il parle à sa maman tout le temps, que son chef c'est sa maman, donc on dirait qu'il dit, alors que moi quand j'étais dans les impôts, je sais très bien qu'ils peuvent raconter ce qu'ils veulent à leur chef de brigade. Mais néanmoins, maintenant, on dirait que le chef, il est aussi présent tout le temps. Donc, en fait, quand on va voir le chef de brigade, ça devient très difficile d'avoir des dégrèvements au niveau du chef de brigade. On y arrive, si vraiment il y a des preuves complémentaires. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais c'est l'étape importante, en fait, c'est l'interlocuteur. L'interlocuteur, c'est quelqu'un donc, qui est dans les impôts, évidemment, mais qui découvre, entre guillemets, le dossier quand il est, enfin, pas toujours, malheureusement, mais qui découvre le dossier au moment où on va le voir. Donc, c'est préparé par un inspecteur, on lui prépare le dossier et ils ont un regard extérieur. Alors, c'est quelqu'un de l'administration, c'est pas non plus quelqu'un d'indépendant, donc il va défendre la position, a priori, du vérificateur. Mais si on a une possibilité de faire changer,
La plus importante, c'est ici, c'est l'interlocuteur, et c'est toujours intéressant donc de le saisir. Voilà. Voilà. Donc, je suis allé un peu vite, mais bon, on était contraint par l'horaire, donc sur ce point. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions, oui, dans le chat. Rapidement, peut-être la première, donc c'est celle qui s'affiche là. Contrôler sur Brest, la contrôleuse, donc je dis essayer d'éviter d'appeler la contrôleuse, mais qui fait tout à distance, et peut comprendre qu'il faut prendre très humblement qu'elle a une grosse société à contrôler. J'avoue que les informations sont tendues. Est-ce normal? Alors, ce que je disais, c'est que tous les vérificateurs ont leur personnalité, mais vous n'avez pas à rentrer dans leur jeu, vous n'êtes pas obligé de répondre dans la minute, il faut bien répondre, bien réfléchir comment vous devez répondre, et peu importe ses problématiques à elle. Et vous avez vos problématiques, il n'y a pas qu'elle dans la vie, elle est aux 35 heures, vous pas forcément, et vous avez d'autres contraintes par ailleurs. Donc c'est une gestion, ça c'est de la gestion humaine. Et si vous avez trop de pression, vous pouvez faire appel, votre ami, il peut faire appel à demander ou appeler sa chef. La chef de brigade est indiquée, son numéro de téléphone est indiqué sur l'avis de vérification. Ne pas hésiter à l'appeler, lui dire attendez, là elle me met la pression, moi il me faut des délais, enfin expliquer. Voilà, donc ça peut la calmer, ça peut calmer la vérificatrice si vous appelez la chef. Ça peut être une des solutions, mais essayez d'abord aussi de vous positionner vis-à-vis de cette personne. Justement, cette problématique du contrôle à distance, c'est que c'est très impersonnel. Vous savez très bien que face à face, les gens ne disent pas la même chose que quand c'est au téléphone. Hein. Quand c'est face à face, il y a quand même un rapport psychologique qui est important. Donc vraiment, c'est important de vous positionner. Il y avait une deuxième question de Valérian. Bonjour, si le vérificateur effectue la demande de facture relative aux immobilisations, il faudra forcément mettre à sa disposition des factures datant de plus de 3 ans, qui peut être très chronophage. N'y a-t-il pas des limites à ce niveau? Et malheureusement, non, c'est le problème. C'est que tout ce que vous avez à l'actif et au passif, vous êtes censé le justifier. Et donc ça, sans limitation de délai. Il n'y a pas de limitation des 3 ans, des 10 ans. C'est à vie. S'il est à votre actif, vous devez le justifier. C'est le problème. Attention dans vos archivages à bien faire. Il y a vraiment des actes, il y a vraiment des points, des factures, des dossiers qu'il faut garder à vie quasiment. Et donc attention dans les procédés d'archivage. Et donc ils peuvent vous le demander. Donc là, en l'espèce, ils sont allés chercher les archives. Heureusement, ils les avaient. Elle voulait tout scanner. On lui a dit il est hors de question de tout scanner parce que le scan, c'est récent. J'ai fait tout mettre dans une salle. Et donc, voilà. Parce qu'elle ne voulait pas faire par sondage. On dit vous ne voulez pas faire par sondage. Donc, on lui a mis des caisses entières d'archives dans son bureau. Je ne suis même pas sûr s'il n'y avait pas toutes les caisses, elle ne s'en serait pas rendue compte, à mon avis. Donc voilà, donc il y a diverses façons de résister à l'exagération. Voilà. Ah oui, il y a un point que je n'ai pas du tout abordé, mais qui me semble très important à avoir en tête. Dans l'évolution du contrôle fiscal, il y a une chose fondamentale qui va changer, c'est que dans quelques années, et au maximum avant 25, on va le savoir à cette fin d'année dans une loi, ça va être la transmission des factures. Dès que vous avez une facture, vous allez devoir la transmettre aux impôts qui vont avoir cette facture. Donc ça va vraiment, il faut vraiment anticiper ça parce que ça va vous changer dans les processus de fiabilité, parce qu'une fois que la facture est partie dans la nature, vous n'allez plus pouvoir la modifier, changer, vous êtes obligé de faire un avoir, enfin, et l'administration aura justement le traitement des données informatiques et l'intelligence artificielle pour un champ énorme à traiter et à détecter. Est-ce que vous avez les bonnes mentions sur les bonnes factures? Vous savez que vous pouvez avoir des amendes parce que vous ne mettez pas la bonne mention sur les factures. Donc attention, checker. C'est vraiment un chantier que vous pourriez commencer d'ores et déjà. Pour les plus grandes entreprises, ça va être vite là, parce que c'est en 2023 que c'est annoncé. Bien checker. Le principal point de défaut qu'on voit chez les grosses entreprises, mais c'est dans toutes les entreprises pareil, ce sont les mentions. Dès que vous n'avez pas de TVA sur une facture, il faut une mention, et la bonne mention. Si vous n'avez pas de mention, il peut y avoir des amendes. Des amendes multipliées par un nombre important de factures. Voilà. Donc là, je pense qu'il va y avoir peut-être des envois de factures qui vont être bloquants parce qu'il va manquer telle ou telle mention. Bref, anticiper, c'est toujours mieux que de subir. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être qu'on aura l'occasion de reparler avant 2023. Oui, bien sûr. C'est un moment important, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer à la deuxième partie? Vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez une question à poser, sinon on va enchaîner.
Je parle du principe qu'il n'y a pas de questions, donc peut-être, ouais, je vous laisse. Ouais, allez, j'enchaîne. Donc, on a voulu vous faire un focus en deuxième partie sur. Il y a une Il y question. a une question. En effet, les pointages sont gardés combien de temps? Pointage de quoi? De quoi il parle? Est-ce que vous voulez préciser feuille de pointage? C'est quoi? Pour le crédit d'impôt recherche? C'est Pour quoi? la paye. Pour la paix. Ah, pour la paye? Non, ben, la paye, ils ne sont pas focalisés sur ça. Si vous avez du crédit d'impôt recherche, pensez à ça. C'est parce que quand vous faites du crédit d'impôt recherche, vous devez justifier le temps de vos chercheurs. Donc, mais non, le feuille de pointage, c'est pas fiscal, Social. c'est social. Et là, je ne connais pas la réponse par cœur, malheureusement. C'est un contrôle URSSAF. Ouais, Oui. c'est un contrôle URSSAF. Ben, au minimum, le feuille de pointage, c'est donc pendant la période vérifiée. Donc, ça va être 3 ans. Donc là, actuellement, c'est 18. Bon, sachant qu'il y a d'ailleurs une précision au niveau fiscal, c'est que le délai de la prescription de 2017 n'est pas achevé. Normalement, ça devrait être achevé au 31 décembre, mais ça a été repoussé à cause du Covid jusqu'au 14 juin. Donc, ne soyez pas surpris s'ils peuvent vous rectifier encore 2017. Ils ont jusqu'au 14 juin. Par contre, notre délai de réclamation, il est plus court. Ouais, le délai de réclamation reste au 31/12/2000. Enfin, il est fini. Sur 2017, il est fini. Voilà. Alors, donc nous avons voulu vous faire, comme je vous disais, un focus en deuxième partie sur les possibilités de régularisation de sa situation avec l'administration fiscale ou plus largement sur les possibilités de négociation avec l'administration sur ce volet-là, sur la régularisation de sa situation fiscale, sachant qu'il y a plusieurs nouvelles procédures qui ont été mises en place, notamment depuis la loi ESSOC, qui vise à améliorer la relation de confiance entre le contribuable et l'administration. Donc, il y a plusieurs nouvelles possibilités d'échanger avec l'administration qui sont encadrées notamment hors contrôle. Donc, j'y reviendrai dans une deuxième partie de la deuxième partie avec à la toute fin un focus, vous en avez peut-être déjà entendu parler, sur l'examen de conformité fiscale qui vient d'être régulé par ordonnance comme la loi de finances le permettait. Donc, il y a un arrêté, un décret et un arrêté qui sont sortis là en janvier 2021 et qui créent cette procédure d'examen de conformité fiscale. Donc, tout d'abord, les possibilités de régularisation dans le contrôle. Donc, la plus classique, vous la connaissez certainement si vous avez déjà eu un contrôle, c'est la procédure de régularisation de l'article L62 du livre des procédures fiscales, donc qui vise simplement à reconnaître une erreur dans le cadre d'un contrôle. Reconnaître une erreur et avoir en échange un intérêt de retard réduit de 30%. Donc, comme vous l'a dit Jean-Jacques tout à l'heure, l'intérêt de retard, il est aujourd'hui de 0,2 par mois, donc de 2,40 par an. Donc, avec un intérêt de retard réduit de 30%, ça vous permet de le réduire à 0,14 par mois. Bon, c'est quelque chose d'assez simple en général qui vient naturellement dans le cadre du contrôle fiscal puisque ce sont les points sur lesquels il y a vraiment pas matière à batailler ou des enjeux qui sont faibles si c'est le seul chef de redressement par exemple. À partir du moment où on a un motif pour batailler un redressement, on se le garde puisque ça va venir dans la négo globale par la suite, notamment au niveau des recours hiérarchiques dont vous a parlé Jean-Jacques, par la suite. Donc c'est vraiment pour ces cas qui ne posent pas de difficultés. Ça a été récemment élargi. Donc ça concernait auparavant seulement les vérifications de compta et les examens de compta. Depuis la loi ESSOC, ça concerne aussi les ESFP, donc les examens de situation fiscale personnelle, le contrôle fiscal du particulier, et les contrôles sur pièces. Donc les contrôles sur pièces, c'est simplement des demandes d'information de l'administration fiscale, des échanges de pièces et des échanges par écrit sans un véritable contrôle sur place de la société. OK ? Donc, à quel moment cela peut se demander? Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cadre d'une vérification de compta ou d'un ESFP, c'est avant la proposition de rectification. Et pour les autres procédures, donc le contrôle sur pièce ou la réception d'une demande d'éclaircissement et d'info de l'administration fiscale, c'est dans les 30 jours à compter de cette demande ou de cette proposition dans le cadre d'un contrôle sur pièce. OK? Donc, bon, ça, c'est le plus classique. Il n'y a pas eu véritablement de changement sur ce sujet. Ce qu'on vous indique ici, c'est qu'en plus de ça, vous avez toujours la possibilité de demander au comptable public, en plus de cette reconnaissance, un plan de règlement des droits. Donc ça, c'est de la trésorerie. Hein.
Et moi j'ai pu prendre connaissance du rapport du dossier de presse du gouvernement qui essaye de faire un état des lieux un petit peu des procédures et de la relation de confiance entre l'administration et le contribuable. Il y a 67 400 régularisations qui sont intervenues en cours de contrôle depuis le 1er janvier 2019. Selon eux, 2,1 milliards d'euros qui ont été régularisés en cours de contrôle par cette procédure. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Bon, ça c'était le plus classique. Deuxième chose, on voulait revenir peut-être sur juste une question sémantique. C'est dans le contrôle fiscal, quelle est la différence entre les remises et la transaction et plus largement autre chose, le règlement d'ensemble. Donc la différence, quand vous parlez de remise, la remise c'est une remise en fait gracieuse. C'est-à-dire qu'en principe, quand vous demandez une remise, c'est qu'il n'y a plus de possibilité de contester un impôt. Donc, si on regarde textuellement, ça devrait être à l'issue de la procédure et même à la fin du délai de réclamation pour vous. En réalité, à partir du moment où on accepte un redressement, on va recevoir la note à payer et en suivant, on peut demander à la trésorerie, donc à ceux qui gèrent le recouvrement des impôts et non plus l'assiette, d'avoir une remise gracieuse. Ça concerne les pénalités et les intérêts. Ça concerne de façon très très exceptionnelle les droits. Ça peut concerner les impôts directs uniquement en cas de, c'est prévu par les textes, de situation de gêne ou d'indigence du contribuable. Donc en pratique, ça concerne les taxes d'habitation dues par des personnes très âgées qui n'ont pas les moyens. Ça concerne des héritiers qui ont pour payer les droits et qui n'ont pas d'actifs successoral récupérés. Bon, c'est très exceptionnel. La remise concerne surtout, ce qu'il faut retenir, c'est les intérêts de retard et les pénalités à l'issue du contrôle dans les échanges avec les services de recouvrement. Comme l'a dit Jean-Jacques, donc il y a dans le cadre du contrôle, une fois qu'on a envoyé nos observations, on peut demander à rencontrer le chef du vérificateur ou le chef du chef qui est l'interlocuteur départemental. Ce n'est jamais à ce stade-là qu'on demande une remise puisqu'ils nous renverront vers le service de recouvrement. Par contre, c'est à ce moment-là qu'on peut demander ce qu'on appelle, ou ils peuvent demander, ou ça peut venir sur la table, une transaction. Donc une transaction, c'est différent. Une transaction, c'est l'administration fiscale et le contribuable se mettent d'accord pour qu'il n'y ait pas de poursuite par la suite de la procédure. Et en échange, l'administration va consentir une remise seulement des intérêts de retard et des pénalités potentielles. Ok, donc ça c'est vraiment la différence entre remise et transaction. Et donc dans le cadre du contrôle fiscal, on parlera uniquement de transaction. Autre chose, quelque chose alors qui n'a pas de véritable existence légale, il n'y a pas de cadre légal ni de visibilité sur le sujet. Les parlementaires s'en sont émus récemment et pour la première fois, on voit apparaître une définition qui a été donnée dans le rapport au Parlement sur les remises et transactions. Donc en fait, les parlementaires ont voulu savoir, ont voulu avoir un récapitulatif annuel des transactions et des remises accordées et du règlement d'ensemble. Donc, le règlement d'ensemble, c'est vraiment dans des cas très exceptionnels lorsque on a une forte incertitude juridique sur un dossier. Nous, on le met parfois en œuvre, mais c'est quand même assez rare. Donc, comme l'a dit Jean-Jacques tout à l'heure aussi, ce que l'on constate, c'est de plus en plus une pénalisation du contrôle fiscal. Donc, nous, on a un petit peu plus aujourd'hui, ça se développe une perquisition fiscale, ce qu'on appelle, ou un droit de visite et de saisie. Il y en a aujourd'hui, il y a un service qui a été créé dans l'administration fiscale que pour ça, c'est la DNEF. Et on en a de plus en plus. Alors, il ne faut pas non plus avoir trop peur de ça, mais il faut le savoir, ça concerne surtout la fraude fiscale, mais la fraude fiscale en soi, la définition est très large. La fraude fiscale, c'est ne pas payer volontairement un impôt, donc ça peut être très très large. Ce qu'on peut constater dans les faits, c'est que ça va concerner surtout les fraudes TVA, ce qu'on appelle les fraudes TVA, donc fraude carrousel, qui volontairement ne payent pas la TVA. Ça concerne aussi de plus en plus l'établissement stable, les relations internationales, ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Jacques, avec le fait, moi j'en ai eu pas mal, des youtubeurs, des start-upers, des blogueurs qui avaient créé leur société à Dubaï, au Royaume-Uni, etc. Là, pour ça, il peut y avoir aujourd'hui des perquisitions
pour démontrer que cette personne en fait gère son activité depuis la France et que donc il y a un impôt qui a été éludé en France. Bon, on a quand même cette pénalisation de la procédure fiscale aujourd'hui, avec de plus en plus d'armes aussi pour l'administration fiscale pour mettre en œuvre ces pouvoirs qu'elle a. Donc il y a aussi des transactions pénales qui ont été étendues à la fraude fiscale. Donc la possibilité de plaider coupable. Alors bien, nous, j'ai encore jamais eu le cas, donc ça sera dans des cas très très exceptionnels puisque ça implique la reconnaissance de culpabilité. Et la deuxième chose, c'est la convention judiciaire d'intérêt public. Bon, je vais y passer très rapidement. Ça a concerné pour l'instant 2 dossiers. C'était Google et une société de gestion d'actifs qui vraiment ont transigé en quelque sorte aussi bien au niveau pénal qu'au niveau fiscal avec l'administration en acceptant sans déclaration de culpabilité, mais de verser une amende pénale. Et à côté de ça, était prévu un règlement d'ensemble ou une transaction fiscale pour mettre fin aux poursuites. Donc voilà, ce sont 2 choses à savoir. Enfin, dans le contrôle fiscal, il y a le contrôle fiscal sur demande. Alors ça, le contrôle fiscal sur demande, il faut vraiment avoir envie de proposer à l'administration fiscale de venir vous contrôler. D'une façon générale, nous, notre position, que ce soit sur les rescrits par exemple, ou sur le contrôle fiscal, on n'y est pas très favorable. On pense que vous devez, l'administration fiscale, quand elle a un doute, elle va de toute façon, dans le cadre d'un rescrit, vous appliquer la version la plus sévère. Quand ce sera dans sa doctrine, elle va appliquer sa doctrine, son BOFIP, ce que vous trouvez parfois, c'est ce qu'on appelle la doctrine administrative. Le BOFIP, c'est la position de l'administration fiscale. La valeur, ça n'a pas plus de valeur que si on se mettait tous ensemble pour donner notre position de contribuable et notre interprétation des textes. Il y a simplement un article qui prévoit que la position de l'administration fiscale lui est opposable, c'est-à-dire qu'elle est obligée de la respecter lorsque elle est plus favorable que le texte. C'est la simple valeur législative ou quasi législative que pourrait avoir la doctrine administrative. Donc, en cas de rescrit, de toute façon, l'administration appliquera la doctrine administrative de façon très stricte. Nous, notre position, c'est que parfois la doctrine administrative est illégale et nous ne l'appliquons pas. Nous la faisons annuler parfois devant les juridictions, c'est arrivé. Donc, vous avez besoin, à notre avis, d'abord d'un avis de spécialiste avant de demander vraiment un rescrit à l'administration. Alors, je ne parle pas des rescrits crédit d'impôt recherche ou JEI, etc. C'est un petit peu différent. De la même façon, un contrôle fiscal sur demande nous paraît devoir être très, très, très exceptionnel de demander à l'administration de venir vous contrôler. Alors, pour le savoir, qu'est-ce que ça concerne? Ça concerne les entreprises qui sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les BIC, les BNC ou les bénéfices agricoles, et les sociétés qui sont soumises à l'IS. Alors, il faut avoir un chiffre d'affaires qui est inférieur sur 12 mois à 1 500 000 pour les ventes et pour les logements et inférieur à 450 000 € pour les prestations de services et en BNC. Pour ce qui concerne le CIR, donc si on demande à l'administration de venir nous contrôler sur le CIR, il n'y a aucune condition relative au chiffre d'affaires et c'est la même chose pour les jeunes entreprises innovantes. Donc il faut faire une demande préalable à l'administration, écrite et ciblée, en lui disant « Venez me voir sur tels impôts, sur telle période, année prescrite, non prescrite, pardon, ou l'année en cours, donc les 2-3 années qui précèdent et l'année en cours. » Mais l'administration, alors vous ne pouvez pas viser les prix de transfert dans cette demande, mais l'administration, il faut savoir, elle fait ce qu'elle veut. Elle y va ou non, elle y va sur toute ou partie de la demande. C'est elle qui décide ce qu'elle va faire de votre demande de contrôle fiscal. En plus, l'autre écueil, c'est que ce n'est pas une vérification de compta. Donc, la même période peut être revérifiée ultérieurement si l'administration le souhaite. L'administration informe des résultats par écrit et elle prend position. Et ce que vous obtenez, c'est que si vous avez un redressement que vous acceptez dans le cadre du contrôle, vous pourrez avoir un intérêt de retard réduit de 30%. Et si vous refusez la position de l'administration à l'issue du contrôle, alors vous vous trouvez dans une procédure de rectification classique.
Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'inconvénients potentiels pour très peu d'avantages, puisque simplement un intérêt de retard réduit de 30%. Dans le cadre d'un contrôle, si vous acceptez le redressement, c'est le premier élément que je vous donnais dans le cadre de la procédure du L62 du LPF, vous obtenez exactement le même effet. Donc il y a vraiment, moi à ma connaissance, jamais aucun client l'a demandé. Jean-Jacques, je ne sais pas si toi tu l'as déjà vu. Jamais vu. Jamais vu. Et ce qui est sûr, c'est que a priori, je ne vois pas pourquoi je le conseillerais. Mais bon, toutes les situations peuvent arriver. Donc voilà les possibilités de régularisation dans le contrôle. Tout ça est assez, pour l'instant, classique et balisé. Aujourd'hui, là où il y a le plus de nouveautés et le plus de modifications ou d'actualité ou d'innovation, c'est les possibilités de régularisation hors contrôle. Alors, le plus classique, celui qui pose le moins de difficultés, c'est si aujourd'hui vous allez vers l'administration fiscale et vous déposez de façon spontanée une déclaration rectificative avant tout échange avec l'administration dans le cadre d'un contrôle fiscal ou toute mise en demeure de l'administration, vous pouvez avoir un intérêt de retard qui est réduit, non pas cette fois à 30%, mais à 50%. Donc vous verrez que, enfin vous comprenez que de 0,2 par mois, on passerait à 0,10 par mois dans le cadre de la mise en œuvre de ce principe. Alors, comme toujours, il y a des exceptions où l'administration se réserve la possibilité de refuser lorsqu'elle considère qu'une infraction est exclusive de bonne foi. C'est-à-dire que, selon elle, l'erreur que vous avez régularisée est intentionnelle. On va y revenir après, puisque je vais vous parler du service de mise en conformité, le SMEC, qui est aussi un nouveau service. Et c'est pareil, il y a toujours cette notion de bonne foi ou pas qui permet à l'administration en fait, de refuser tout effet à une déclaration spontanée. Et donc la déclaration doit être accompagnée du paiement des droits ou lorsque ce sont des impositions qui sont recouvrées par voie de rôle, le paiement au plus tard quand vous obtenez, quand vous recevez la note à payer. Vous pouvez bien sûr toujours accompagner ça d'une demande express de délai de paiement qui sera normalement accordée sauf situation exceptionnelle. Et cela peut concerner, même si cette augmentation du taux à 50% est valable depuis 2018, ça peut concerner la période antérieure. Alors, autre chose qui a été créée là par l'administration fiscale, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement fiscal personnalisé pour les PME. Donc, il y a deux volets. Il y a l'accompagnement fiscal pour les PME, il y a le partenariat pour les sociétés plus importantes que les PME, ce sont les ETI et les sociétés les grandes entreprises. Donc, qu'est-ce que c'est l'accompagnement fiscal ? C'est la création d'un nouveau dispositif donc, qui permet à l'administration fiscale d'examiner et de valider vos opérations des entreprises qui sont volontaires. Alors la PME, vous connaissez la définition. Pour être une PME, il faut avoir moins de 250 salariés ou un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions moins de 50 salariés et soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions ou un total de bilan qui n'excède pas 43 millions. Si vous êtes dans cette situation, vous êtes une PME, si vous avez respecté vos obligations fiscales par le passé et que vous n'avez jamais pendant les 3 années qui précèdent, vous n'avez pas eu de pénalité pour manquement intentionnel, donc manquement délibéré, c'est à partir de 40%. D'où aussi, encore une fois, de toute façon, il faut toujours les contester, puisqu'aujourd'hui, comme vous l'a dit Jean-Jacques, l'administration fiscale applique de plus en plus souvent, de plus en plus automatiquement la pénalité de 40%. Il faut la contester, mais il ne faut pas non plus penser, parce que l'administration, elle fait ça aussi pour éventuellement plus tard lâcher la pénalité de 40 à 10, par exemple, mais en vous demandant en échange de laisser tomber les droits. Il faut partir du principe que si ce manquement délibéré n'est pas dû, on l'écarte de la négociation, nous le contesterons de toute façon, et il ne faut pas tomber dans ce jeu de l'administration qui consiste à vous l'appliquer quasiment systématiquement pour vous en faire cadeau après. Il y a aussi un autre avantage à toujours le contester, c'est qu'effectivement aujourd'hui, quand vous avez le manquement de 40%, vous pouvez avoir votre dossier qui est transféré automatiquement au procureur pour des poursuites éventuelles pénales, et vous n'avez plus non plus la possibilité de bénéficier, par exemple, de l'accompagnement fiscal personnalisé pour les PME. Donc, comment ça marche? Vous en faites la demande auprès du service des entreprises. Vous allez avoir un référent qui va identifier avec vous les questions sur lesquelles l'administration pourrait avoir une prise de position formelle utile. Donc, dans les
dans le dossier de presse de l'administration, ce sont les opérations récurrentes à fort enjeu financier, les opérations ponctuelles telles que les restructurations, valorisation d'actifs, etc. Ces prises de position sont formalisées par un rescrit. Évidemment, de la même manière, ce que je vous disais pour les rescrits, qu'on n'y est pas toujours favorable, nous ne sommes pas forcément toujours favorables non plus à aller vers un accompagnement fiscal personnalisé. Il faut bien avoir en tête que l'administration fiscale n'est pas votre ami ou votre partenaire, comme il peut être dit dans les dossiers de presse. Et évidemment, l'administration va contrôler aussi d'une certaine façon quand vous allez lui poser des questions ou quand vous allez vouloir identifier les sujets. Néanmoins, elle aura moins de comptes à rendre au supérieur puisqu'elle aura pas, vous n'aurez pas été sélectionné dans les bases de données comme vous l'a dit Jean-Jacques, etc. Mais c'est vraiment quelque chose à manier avec précaution. Donc, en tout cas, dans le cadre de cet accompagnement fiscal, eh bien, ça a une valeur de rescrit. Donc, c'est avoir un référent qui sera votre référent, votre interlocuteur à chaque fois que vous aurez des questions à poser, qui va identifier les différents sujets sur lesquels l'administration pourrait prendre position. Et vous aurez la possibilité de corriger vos erreurs ou vos omissions en souscrivant les déclarations rectificatives moyennant un intérêt de retard réduit a priori à 50%. Il est quand même très probable que les pénalités devraient pouvoir être négociées aussi. Et l'administration s'engage à traiter dans les meilleurs délais ces demandes. Alors aujourd'hui, selon le dossier de presse du gouvernement, au 31 janvier 2021, il y a 399 entreprises PME qui sont accompagnées pour 177 réponses apportées et 153 rescrits délivrés. Encore une fois, notre position, c'est de dire, avant de faire cette démarche, il faut vraiment identifier avec quelqu'un qui est de votre côté, qui a les mêmes, sinon plus de compétences que le contrôleur ou le référent que vous aurez en face. Il faut vraiment veiller à ce qu'il n'y ait pas de risque fiscal par ailleurs et qu'il y ait un véritable intérêt à aller chercher la position de l'administration fiscale. Mais le véritable intérêt pour moi, c'est d'avoir ce référent sur le long terme. Le partenariat fiscal pour les ETI et les grandes entreprises, c'est la même chose, mais pour les entreprises qui sont au-dessus de ce seuil des PME, donc ça concerne les ETI et les grandes entreprises. Aujourd'hui, il a été créé un service spécifique donc, au sein de la DGE, je crois, qui regroupe au 8 mars 12 personnes. Donc les conditions sont les mêmes. Il faudra simplement, il y a un engagement écrit un peu plus important puisque vous devez conclure un protocole. De la même façon, ce sera un inspecteur des impôts référent qui sera désigné pour vous suivre. Et de la même façon, vous aurez à déposer les déclarations rectificatives sans intérêt de retard ou en tout cas réduit à 50% si la sollicitation est postérieure à l'échéance de l'impôt. De la même façon, si vous n'êtes pas d'accord avec l'administration fiscale, vous avez par la suite une proposition de rectification ou un contrôle fiscal qui pourra débuter. Donc, selon le dossier de presse du gouvernement, on est aujourd'hui à 43 partenariats signés avec 39 groupes partenaires, plus de 2400 sociétés qui sont visées donc, dans les groupes des sociétés qui sont accompagnées par ce service de partenariat fiscal. Donc, autre chose, le service de mise en conformité fiscale, le SMEC, donc ça, c'est plus proche de... pour ceux qui ont peut-être connu ça, la circulaire Cazeneuve qui concernait les particuliers qui voulaient régulariser des comptes détenus à l'étranger. Ça a très bien marché. Il a été aujourd'hui mis en application ce qu'on appelle le SMEC, donc c'est un service de mise en conformité fiscale. Les entreprises de toute taille et leurs dirigeants ont la possibilité de venir régulariser spontanément certaines anomalies auprès de ce service qui est assuré par la direction des grandes entreprises, à condition, encore une fois, qu'aucune procédure fiscale, administrative ou judiciaire ne soit en cours. Il existe une liste des situations concernées, donc je vous renvoie à cette liste, qui s'élargit puisqu'on a constaté que l'administration fiscale a constaté que ça marchait pas mal. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on en a fait pas mal aussi des régularisations dans le cadre de la circulaire Cazeneuve. Il faut véritablement préparer un dossier complet avec beaucoup d'éléments, avec beaucoup de justificatifs, avec tout un ensemble de pièces qui fait que ça doit absolument, obligatoirement être préparé par un professionnel
avant de prendre attache avec l'administration fiscale. Nous, on les a vus dans le cadre de la circulaire Cazeneuve. Quand vous allez vers eux, il ne suffit pas d'un courrier pour que ce soit accepté et que vous ayez les intérêts ou les pénalités réduites. Véritablement, il y a un échange qui se lance, et si ils peuvent vous sortir de la procédure de régularisation, de vous appliquer les pénalités au taux plein, ils n'hésiteront pas à le faire si, selon eux, les conditions ne sont pas réunies. Donc, c'est vraiment un dossier qu'il faut vraiment préparer en amont. Alors, la liste des situations concernées, la voilà, ce sont les reprises d'entreprise. Vous êtes repreneur et vous découvrez des anomalies dans les 18 mois qui suivent, et cela reste à votre charge, donc ce n'est pas dans la garantie d'actifs et de passifs. Vous pouvez aller vers le SMEC pour obtenir cette réduction des pénalités. Les activités non déclarées en France constitutives d'établissements stables, ça je vous le dis aussi directement, c'est un sujet très touchy aujourd'hui avec les poursuites pénales potentielles, donc à faire très attention. La déduction des intérêts, les montages illicites, et pour les dirigeants, le non-respect du pacte Dutreil, le non-assujettissement à tort d'une plus-value de cession de titres. Si vous avez oublié de déclarer une plus-value de cession, vous pouvez revenir vers l'administration et vers le service du SMEC pour régulariser votre situation. Sont concernés aussi les montages illicites ou abusifs, et notamment tous ceux qui sont déclarés par l'administration fiscale sur son site, puisque vous avez sur le site de l'administration fiscale une reprise de tous les montages qu'elle considère comme abusifs. Plus généralement, donc ça a été ouvert aujourd'hui. Donc auparavant, c'était aussi toutes les opérations susceptibles de relever des majorations de 80%. Donc les activités occultes, les manœuvres frauduleuses ou l'abus de droit pour motif exclusivement fiscal. Donc c'est l'abus de droit principal et non pas le mini-abus de droit dont vous parlez tout à l'heure, Jean-Jacques, qui est l'abus de droit pour motif principalement fiscal. Et ça a été élargi aujourd'hui à toutes les infractions commises par les grandes entreprises qui présentent, selon l'administration, un caractère intentionnel, et à toutes les demandes de mise en conformité mettant en évidence des difficultés, soit du chiffrage, alors attends, je reviendrai après, soit le chiffrage du montant des corrections, d'appréciation des périodes sur lesquelles s'exerce le droit de reprise, ou des difficultés de traitement résultant du nombre de contribuables impliqués dans une même opération. Alors ça, il faut être concerné par ces situations-là pour pouvoir aller devant le service de mise en conformité fiscale. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la demande elle doit être spontanée. Il faut un dossier complet de régularisation, et suite à l'instruction, vous avez le droit au recours prévu pour une vérification de compta, donc la saisie des commissions, les recours hiérarchiques. Et vous pouvez bénéficier, si vous allez vers l'administration sur ce terrain-là, d'une remise des pénalités de 80 à 30, de 40 à 15 ou de 10 à 0, selon la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Et les intérêts de retard sont réduits de 40% dans les 2 premiers cas et de 50% dans le dernier cas. Et vous pouvez effectivement bénéficier d'un échelonnement de paiement également. En contrepartie, vous renoncez à tout recours, et l'administration, c'est toujours la même chose, se réserve le droit de vous poursuivre si elle considère que vous n'avez pas fait preuve d'une totale sincérité dans votre démarche. Évidemment, il faut que vous soyez ensuite d'accord avec l'analyse du service, tant sur les droits que sur les pénalités applicables. On vous dit ça aussi parce que ça ressort de notre analyse sur la mise en place de la circulaire Cazeneuve. On n'est pas toujours d'accord avec l'administration sur le taux des pénalités. Est-ce que c'est 80, est-ce que c'est 40, etc. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien l'administration engagera un contrôle fiscal. Selon le dossier de presse du gouvernement, au 8 mars, on avait eu 70 demandes de mise en conformité qui ont été prises en charge par ce que l'administration appelle parfois le guichet unique. Donc voilà, à savoir si vous êtes dans une de ces situations. Alors, l'examen de conformité fiscale, le dernier point, donc ça c'est quelque chose qui vient d'être mis en place. Ça permet aux entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires et leur régime d'imposition, de conclure avec un prestataire, donc le CAC, l'expert comptable, l'avocat, l'association de gestion et de comptabilité ou l'organisme de gestion agréé. Ça, vous savez, hein, à 2023, les organismes de gestion agréés vont disparaître. La majoration de 20% pour non-adhésion à un organisme de gestion agréé quand on a un redressement va disparaître. Donc ces organismes de gestion avaient beaucoup moins de raisons d'exister. De la même façon, les obligations d'avoir un CAC ont été réduites par une loi récente. Donc, c'est aussi une façon de leur rendre une utilité ou de réélargir le champ d'application, le champ d'activité des CAC
Toujours est-il que la société a la possibilité de conclure avec un prestataire un contrat afin d'établir une sorte de pré-contrôle fiscal, mais bien sûr pas réalisé par l'administration fiscale, réalisé par ce prestataire sous ce qu'on appelle la forme d'un audit ou chemin d'audit. Donc en gros, le prestataire, si c'est nous, si c'est le CAC, va réaliser un audit fiscal de votre société et va, c'est très important, transmettre son rapport, son compte-rendu à l'administration fiscale. Comme le faisait l'organisme de gestion agréé, en cas de s'il avait un compte-rendu négatif à donner, il prévenait l'administration fiscale et vous pouviez avoir un contrôle fiscal derrière. De la même façon, si le CAC, l'avocat ou l'expert comptable, ou ensemble d'ailleurs, réalise cet audit fiscal, cet examen de conformité fiscale, il devra envoyer un compte-rendu à l'administration fiscale qui, s'il est négatif, pourra occasionner un contrôle fiscal. Alors, l'arrêté du 13 janvier 2021 a donné les 10 points sur lesquels doivent porter cet examen de conformité fiscale. Donc, c'est assez intéressant. Vous avez cette annexe 1 de l'arrêté qui est disponible sur Légifrance et vous avez repris ces 10 points avec une définition de ce que va auditer le partenaire, le CAC ou l'avocat ou l'expert comptable dans ce pré-contrôle. Donc, quels sont les 10 sujets qu'il va devoir normalement voir alors, on a un doute quand on lit l'arrêté, est-ce qu'il doit analyser ces 10 points ou est-ce qu'il peut se contenter d'analyser certains points dans ces 10 points, dans ces 10 chemins d'audit, enfin de 10 points du chemin d'audit. Tout est fait pour que vous demandiez une analyse sur les 10 points. En réalité, le prestataire peut analyser 7 points et pour les 3 autres points, il écrira sur son compte-rendu non validé. Alors non validé, à voir si dans la pratique ou pas, ça va créer un contrôle fiscal potentiel. Ces 10 points du chemin d'audit, quels sont-ils? Il y a la première chose, les 2 premiers points, c'est la forme et le fond du FEC. Le premier point, c'est la forme du FEC. Est-ce qu'il répond au format prévu par les textes et est-ce que la société est dans le champ d'application du FEC? Le deuxième point, c'est la qualité comptable du FEC au regard des principes comptables. Donc ça, c'est vraiment le fond des éléments qui sont indiqués dans le FEC. Le troisième point, c'est le logiciel de caisse, la détention du logiciel de caisse, du certificat ou de l'attestation individuelle du logiciel de caisse. Le quatrième point, c'est le respect des règles sur le délai et le mode de conservation des documents. Donc ça, vous irez voir sur l'arrêté, c'est assez large également. Le cinquième point pose plus question, c'est la validation du respect des règles liées au régime d'imposition appliqué en matière d'IS et de TVA. Alors on pourrait penser que c'est simplement est-ce que je peux bénéficier du régime simplifié? Est-ce que je peux bénéficier, je dois être au régime réel? Est-ce que j'ai le régime simplifié TVA? Mais en réalité, ça va plus loin que ça, hein. Vous avez également, est-ce que le prestataire devra vérifier par exemple le périmètre de l'intégration fiscale? Est-ce que vous remplissez toutes les conditions pour l'intégration fiscale? Est-ce que le périmètre a été correctement déterminé? Donc c'est vraiment quelque chose de plus large et ça, d'une façon générale, sur cet examen de conformité fiscale, pour nous, c'est très compliqué de demander au même prestataire de vérifier ces 10 points. Vous allez voir qu'après, on parle aussi des provisions, des amortissements. Il y a des points sur lesquels, évidemment, l'expert comptable va être très compétent ou le CAC, par exemple le FEC, le fond, la forme, le respect des règles de mode de conservation des documents. Il y a des points sur lesquels il faut vraiment une expertise, peut-être à notre avis, plus poussée, notamment sur l'intégration fiscale qui peut être très complexe, sur les provisions, etc. Et où, à mon avis, il faut faire réaliser cet examen de conformité fiscale par un avocat fiscaliste. Nous, non, par contre, on ne prétend pas à pouvoir vérifier ces 10 points. Il y a vraiment des points qui relèvent beaucoup plus de l'expérience et de la compétence des CAC ou des experts comptables. Donc, à mon avis, ça devrait être plutôt un travail d'équipe et la possibilité de faire revoir ces 10 points par une équipe ou en tout cas, splitter les points à voir par compétence. Donc, je reviens au fond. Donc, le point 5, c'est la validation du respect des règles liées au régime d'imposition appliqué en matière d'IS et de TVA. Donc, si vous êtes intéressé, vous irez voir, ça concerne, c'est assez large.
Les règles de détermination des amortissements et de leur traitement fiscal, donc la durée, la méthode d'amortissement, les règles de détermination des provisions et leur traitement fiscal. Donc ça, comme je vous le disais, il y en a vraiment, nous, je pense, une expertise qui nous permet de savoir si, devant un juge, en cas de remise en cause par l'administration, vous pourrez ou pas soutenir qu'une provision est déductible ou pas. Et on est souvent, on peut aller plus loin, on est plus offensif peut-être sur ces sujets-là, parce que on a derrière nous le contentieux et la position du juge sur ces sujets. Donc, à mon avis, la règle de détermination des provisions et leur traitement fiscal, ça doit être revu par un avocat fiscaliste ou quelqu'un qui a une qualification vraiment spécifique sur ces sujets. Les règles de détermination des charges à payer et leur traitement fiscal, la qualification et la déductibilité des charges exceptionnelles. Donc ça, c'est pareil, pour moi, c'est aussi un peu comme les provisions. Il y a vraiment là une notion d'expérience de ce qui passe ou pas dans un contrôle, de ce qui passe ou pas devant un juge. Et enfin, le dernier point, le respect des règles d'exigibilité en matière de TVA, collectée et déductible. Donc ça, c'est pareil aussi, c'est vraiment une haute technicité sur certains points. D'ailleurs, il est intéressant de noter que dans l'arrêté, le gouvernement demande aux prestataires d'utiliser la méthode du rapprochement entre les comptes, les liasses et le chiffre d'affaires. Méthode que nous, dans certains cas, on a pu faire annuler devant un juge parce qu'on considère que cette méthode est trop sommaire et ne permet pas à l'administration fiscale de valider un redressement fiscal parce qu'elle est, on oblige, nous, l'administration fiscale à pointer l'ensemble des factures, l'ensemble des crédits et débits sur le compte bancaire pour aller rechercher la correcte exigibilité ou déduction de la TVA. Donc, il est intéressant de noter que dans l'arrêté, la méthode qui est privilégiée est une méthode que nous, on conteste, par exemple, devant le juge. Donc, c'est quelque chose auquel il faut vraiment veiller. Sur ces points-là, à mon avis, il faut faire revoir ça par plusieurs personnes. Donc, vous avez dans l'arrêté un cahier des charges qui précise l'intégralité de ces points. Alors moi, ce que j'ai pu noter là en l'examinant une première fois, c'est tout d'abord qu'il y a une tolérance pour le professionnel dans certains cas. C'est-à-dire que l'expert comptable ou le CAC ou l'avocat qui va revoir vos modes d'amortissement ou la déductibilité de vos provisions a le droit à une erreur de 5% pour certaines grandes entreprises ou certaines entreprises qui ont vraiment beaucoup d'écriture. Le professionnel a une tolérance de 5%. Vous allez voir que c'est important parce qu'en cas de redressement suite à un point qui avait été validé par le professionnel, vous avez un mode de recours. Vous allez voir plus tard. Donc, il y a vraiment une tolérance pour le professionnel dans certains cas en matière d'amortissement et de provision. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une définition qui est large de certains points d'audit. Par exemple, l'intégration fiscale dans le régime d'imposition, que moi, je ne voyais pas trop ce que ça avait à faire là. Et ce que je vous disais, la méthode qui est parfois non validée par un juge, mais qui se retrouve là comme une méthode qui doit être indiquée comme préférentielle aux prestataires. Très important, ce que j'ai pu noter dans le cahier des charges, c'est sur la confidentialité de l'opération. Il est bien écrit que le prestataire tient à la disposition de l'administration tous les documents et pièces de toute nature nécessaires à l'ECF. Attention à ce qu'on lui transmet, attention aux pièces qu'il va garder à l'appui de son rapport, de son compte-rendu. Ça peut être transmis sur demande à l'administration fiscale. Et comme Jean-Jacques vous le disait tout à l'heure, il y a toujours un premier pas et ensuite ça s'élargit. Qu'est-ce qui va être ensuite transmis, peut-être obligatoirement à l'administration fiscale? Pour l'instant, on ne le sait pas. Quel est l'effet donc de cet examen de conformité fiscale? L'effet de cet examen de conformité fiscale, on le retrouve également dans le cahier des charges. Il est indiqué que l'examen de conformité fiscale aura les mêmes effets qu'une mention expresse au sens de l'article 1727 du Code général des impôts. La mention expresse, nous on connaît ça, c'est vous envoyez votre déclaration d'impôt, vous mettez dans un cadre mention expresse, j'ai considéré, vous expliquez votre position sur un point donné, et si l'administration fiscale vous redresse, vous n'aurez pas d'intérêt de retard, ça c'est prévu légalement. Et en pratique, vous pouvez normalement espérer ne pas avoir de pénalité, mais c'est écrit nulle part. Nous, par expérience, on sait que l'administration, si elle considère
que c'était intentionnel ou qu'il y avait une mauvaise foi, elle appliquera quand même la pénalité de 40%. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu sur la demande de quotient sur les plus-values. Quand vous faites une plus-value, vous avez un revenu exceptionnel, vous avez la possibilité de demander à être imposé sans effet de seuil. Donc, ça permet vraiment de réduire l'imposition à l'impôt sur le revenu quand vous cédez vos titres. Rien dans le formulaire impôt.gouv ne vous permet de le demander. Alors, parfois, on l'indiquait en mention express qu'on avait calculé de cette façon. J'ai un client qui, l'administration, à la suite de cette mention express, s'est trompée. Donc, elle n'a pas imposé la plus-value aux prélèvements sociaux. 2 ans après, elle a réalisé son erreur et elle n'a pas appliqué ni pénalité ni intérêt de retard. Vous me direz, c'est normal, mais selon elle, c'était parce qu'il y avait eu cette mention express. Donc, quel est l'effet de l'examen de conformité fiscale? C'est les effets d'une mention express. Donc, légalement, vous pouvez vous attendre à une absence d'intérêt de retard. Pour les pénalités, ça reste de la pratique. Ce n'est pas prévu dans les textes et il faudra normalement espérer que l'administration fiscale n'applique pas les pénalités. Pour que ça produise cet effet, il va falloir mentionner l'existence de l'examen de conformité fiscale dans votre déclaration de résultat. Et c'est une fois que la déclaration de résultat déposée avec la mention de l'ECF aura eu lieu que le prestataire pourra commencer ou terminer son examen. Et à ce moment-là, il enverra son compte-rendu de mission dans les 6 mois qui suivent l'examen de conformité fiscale. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans le cahier des charges, il est prévu que le prestataire va rendre ses conclusions sur l'ensemble du chemin d'audit. Donc, il va envoyer ce compte-rendu par voie dématérialisée aux impôts. Il ne peut aussi rendre aucune conclusion. Dans ce cas-là, il enverra une lettre d'absence de conclusion à l'administration fiscale et le CF sera considéré comme n'ayant jamais commencé. Sauf que vous aurez déclaré un ESCF pour avoir les effets d'une mention fiscale. Et ensuite, vous aurez une mention d'absence de CF puisque le prestataire aura abandonné le CF. Donc, c'est évidemment pas un bon signe et c'est évidemment quelque chose qui pourrait occasionner un contrôle fiscal. Et enfin, le prestataire peut rendre ses conclusions uniquement sur certains points du chemin d'audit et il indiquera les autres points comme non validés. Bon, à mon avis, il faudra écrire donc le compte rendu. Vous avez aussi un exemple dans l'arrêté. Il est en annexe 3, il est donné un exemple de compte rendu. À mon avis, il faudra mentionner que ce point ne faisait pas partie de l'examen de conformité fiscale, plutôt que non validé. Vous avez la possibilité d'écrire dans le cadre pour ne pas risquer un contrôle fiscal. Mais tout ça, on a encore soumis. Pour l'instant, on ne sait pas exactement comment l'administration va utiliser tous ces éléments. Donc nous, on est encore très très sceptique quand même sur l'intérêt de cet examen de conformité fiscale. Il y a encore plusieurs incertitudes et aussi est-ce que les banques vont peut-être demander aux sociétés d'avoir un ECF pour accorder des prêts, je ne sais pas. Est-ce que dans le cadre des reprises d'entreprise, l'ECF va être demandé? Donc là, on ne sait pas encore ce que la pratique va donner comme ampleur à cet ECF et on ne sait pas encore ce que l'ECF va créer comme réaction de la part de l'administration fiscale. Nous, notre conseil qu'on peut avoir à ce moment-là, de la création de l'ECF, c'est vraiment de faire réaliser cet ECF par plusieurs professionnels, par vraiment être examiné même en amont avant d'aller plus avant dans l'ECF, peut-être avec l'avocat certains points, faire ce qu'on appelle nous une revue fiscale, hein, ce n'est plus ni moins qu'une revue fiscale, avant de procéder à un ECF. Alors, à savoir, donc, cette mesure de l'ECF n'exonère pas l'entreprise de ses obligations, mais en cas de contrôle, vous l'avez vu, ça produit les effets d'une mention express. Et si jamais vous avez un redressement sur un point qui avait été validé par le prestataire, vous pouvez demander le remboursement de ses honoraires sur ce point. Voilà. Donc, encore faudra-t-il que vous puissiez démontrer que ce prestataire avait l'ensemble des éléments nécessaires à son examen, sans dissimulation de l'entreprise, et que votre bonne foi ne peut pas être remis en cause. Donc vous voyez toujours ces clauses un petit peu de limitation, de responsabilité du prestataire. Donc en tout cas, il faudra veiller à peut-être baliser ces échanges avec le prestataire pour bien montrer qu'il a eu
tout ce qu'il lui fallait ou qui vous disent qu'il a eu tout ce qu'il fallait et que vous aviez bien fait preuve de bonne foi dans le cadre de son ECF. Et il sera, à notre avis, très utile de détailler les honoraires dans le contrat du prestataire par point du chemin d'audit en cas de difficulté, postérieure. Donc vraiment, l'ECF à manier avec beaucoup de précautions. On va voir ce que ça va devenir par la suite, mais à notre avis, il faut vraiment prévoir ça en amont avant de se lancer dans un ECF. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui, ce que je pouvais vous dire sur les procédures de régularisation dans et hors contrôle. Alors, je vois que vous avez peut-être des questions. La ligne est respectée, mais ça nous laisse du temps. Il y avait effectivement des questions. Alors, elle commence ici. Régulariser spontanément certaines anomalies avant CF correspond au droit à l'erreur. Oui, c'est le droit à l'erreur, c'est ce qui a été mis en place dans le cadre de la loi ESSOC également. Donc, c'est que oui, vous avez un droit à l'erreur, mais il est tellement encadré, tellement souscrit à certaines situations qu'en réalité, c'est pas un changement complètement révolutionnaire. C'est pas une révolution, mais en tout cas, ça crée peut-être un début de changement de mentalité chez l'administration fiscale et ça balise, nous, dans certains cas, ça nous aide à demander plus facilement des remises, comme je vous expliquais tout à l'heure, des remises des intérêts ou des pénalités dans certains cas. Alors. Juste pour terminer, le SMEC, donc le service là, de mise en conformité, c'est vraiment un niveau au-dessus. Hein. C'est je découvre une erreur intentionnelle qui peut donner lieu à une pénalité très importante. Et là, je prépare un dossier complet pour aller prendre contact avec l'administration fiscale avec mon dossier complet pour avoir une remise des pénalités. Merci. Autre question. L'ECF n'est pas faire faire le travail d'un vérificateur à un prestataire qui, en plus, un contrôle fiscal peut être engagé malgré le CF. C'est pas le travail d'un vérificateur, c'est plutôt un audit. C'est un audit fiscal, c'est une revue. C'est une revue de votre comptabilité et de votre fiscalité. Et effectivement, après, vous pouvez derrière avoir un contrôle. Moi, ce que j'ai peur, entre guillemets, là-dessus, c'est que forcément, celui qui va faire le CF, il va être prudent pour sa responsabilité et il va vous mettre dans une position d'extrême prudence par rapport à l'administration fiscale. Voilà, donc prendre des positions absolument pas du tout offensives, même carrément défensives, vous priver d'opportunités. Voilà, c'est le problème de l'ECF. C'est que tout le monde va vouloir se couvrir. C'est ce que recherche l'administration, en fait, c'est que tout le monde respecte à la lettre près la doctrine administrative et surtout paye bien le maximum d'impôts. Voilà. Donc je partage, ça m'a fait rigoler tout à l'heure quand j'ai vu votre question, c'était très drôle et pertinent. Et donc, je ne sais pas si c'est une question. Oui, la PAF. Oui, je pense que la PAF, c'est la piste d'audit fiable. En fait, là, c'est vraiment un incontournable si vous voulez pas avoir de problème avec l'administration fiscale de vraiment écrire cette piste d'audit fiable. Faut vraiment s'y mettre. C'est un peu fastidieux. Faire appel à un prestataire extérieur, on a déjà aidé des entreprises à la mettre en place, mais ça devient un incontournable. L'ECF, c'est vraiment optionnel et à mon sens, ça apporte pas grand-chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme on a un petit peu de temps pour discuter, je vous laisse vos micros, si vous voulez prendre la parole. On a mis un slide pour rebondir sur d'autres après, non? Tu veux, ouais. Si vous n'avez pas de questions, on a eu dénonciation, il y a quelques idées reçues, on peut, comme ça, pour avancer, pour discuter de façon générale. Les dénonciations, donc on l'a vu, moi j'en ai eu plusieurs quand j'étais dans les impôts, il y en a beaucoup, c'est mon voisin a des œuvres d'art chez lui. Alors déjà, il y a quelqu'un qui est rentré chez vous et qui en plus derrière vous dénonce, vous voyez la mentalité, mais bon, maintenant c'est rémunéré, c'est reconnu par la loi, tout le monde en pense ce qu'il veut, moi je suis contre, vous avez compris. Et d'institutionnaliser ça, moi je trouve ça scandaleux au point de vue du citoyen. Bon, après, l'intéressement des vérificateurs. Alors non, il y a beaucoup de questions là-dessus. Non, un vérificateur n'a pas une rémunération qui augmente s'il vous fait un redressement. En revanche, il est incité à le faire. C'est-à-dire que tout est fait pour qu'il vous fasse des redressements.
puisqu'il est, entre guillemets, jugé, bon, tout est relatif, mais sur les statistiques. Et comme vous savez, maintenant, chaque année, vous le voyez au niveau national, c'est-à-dire que le ministre est obligé de dire cette année, le contrôle fiscal, il a été moindre que les années d'avant, on a retrouvé moins de redressement, et tout de suite, c'est un vrai scandale. Il manque de moyens, il manque de vérificateurs, mais non, ça n'a rien à voir. Donc, du coup, les vérificateurs ont eux-mêmes l'impression pour trouver des redressements, et ils ont tendance à faire quelquefois un peu n'importe quoi. Voilà. Et donc, on est loin de la culture conseil, comme on essaye que les ministres veulent nous vendre, et par rapport à la mise en place de certains services qui changent la culture en étant des conseils, etc. Mais il y a toujours, ça ne changera pas tant qu'il y aura cette pression de trouver des redressements à tout prix et d'appliquer de la mauvaise foi, parce qu'ils doivent avoir un pourcentage de mauvaise foi appliqué, un pourcentage de pénalité. Alors, tous ceux de l'administration qui vous disent le contraire, c'est faux, j'y étais, je le sais très bien, ils le savent très bien. Donc, il n'y a aucun problème, c'est un faux semblant. Voilà. Donc, non, il n'y a pas d'intéressement, mais par le biais, il peut y avoir une incidence très forte. Et heureusement, du coup, qu'il n'y a pas d'intéressement. J'ai un CAC, donc un commissaire aux comptes, et donc je suis protégé. Ça, je l'ai entendu plusieurs fois, nombre de fois quand j'étais dans l'administration fiscale. Je l'entends encore. Non, ça n'a rien à voir. Un CAC, c'est comme quand vous allez faire un examen de conformité fiscale. C'est parce que vous en avez un examen que le vérificateur va être d'accord avec lui. C'est pas du tout ça. D'abord, le CAC, c'est pas sa mission. La fiscalité, c'est d'abord avoir une image fidèle de l'entreprise. Et c'est pas un conseiller fiscal. Mon expert comptable, c'est une erreur de mon expert comptable, c'est ma faute. C'est pas ma faute. Souvent, on entend ça auprès de l'administration. Alors, certes, on peut le mettre en avant pour éviter la responsabilité pénale, par exemple, ou la diminuer. Mais en tout cas, pénalement et même fiscalement, ne serait-ce que fiscalement, vos prestataires, en tant que chef d'entreprise, c'est vous le responsable. Vous avez choisi un mauvais prestataire, vous avez pris un mauvais conseil. C'est vous qui devez en supporter les conséquences, quitte après, derrière, à attaquer le prestataire, ce qui n'est pas interdit d'attaquer pour responsabilité. Alors, le vérificateur va me conseiller. Alors, ça aussi, je l'ai vu, mais comme je vous dis, j'étais dans l'administration, donc on me demandait des conseils, mais moi, ce n'est pas mon rôle. En tant qu'un vérificateur, moi, c'est de vous redresser, c'est pas de vous donner des conseils, c'est pas mon rôle, et je ne suis pas formaté pour ça. Je n'étais pas fait pour ça. C'est d'ailleurs une des difficultés quand je suis passé de l'administration à avocat, c'est d'avoir ce raisonnement et de pouvoir anticiper et de pouvoir vous aider dans et ça, c'est une difficulté, on n'est pas formaté là-dessus, donc il y a vraiment rien à attendre. Et en plus, si vous demandez, vous avez un problème, j'ai un problème de TVA, je vais appeler le ICE. Donc votre inspecteur, il répond, il faut faire comme si, mais comme il ne vous l'aura pas écrit, vous ne pourrez rien opposer à un autre vérificateur qui aura une version différente. Donc il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas de sécurité, je vous déconseille très fortement de le faire tant que la personne ne l'a pas écrit dans les impôts. S'il ne l'a pas écrit, ça ne vaut rien. Les redressements sont dus à de mauvais conseils, les mettre en cause vous exonérera de rien, absolument de rien. Donc ça, c'est un peu, j'ai anticipé cette question en vous répondant au-dessus. Vis-à-vis de l'administration, vous restez le seul responsable. J'ai fait les choses comme il le fallait, donc le vérificateur ne va rien trouver. Oui, mais ce n'est pas parce que vous avez cru faire les choses correctement qu'il ne va rien trouver. Bon, en revanche, ça ne vous empêche pas de le dire au vérificateur. Mais en tout cas, c'est pas les lois étant suffisamment complexes et de plus en plus complexes et mouvantes que c'est très difficile de connaître tout et d'être sûr absolument de ne pas d'avoir fait les choses correctement. Le vérificateur doit trouver quelque chose, donc je lui donne un os à ronger et il me laissera tranquille. Alors ça, je ne crois pas du tout en cette théorie. Je sais que beaucoup le pensent, beaucoup le pratiquent, en laissant un redressement et dire il va me laisser tomber. Moi, j'étais vérificateur. Même si j'ai un redressement d'un côté, ça ne m'empêchait pas de regarder à côté. Donc, je n'y crois pas un instant, même si ça peut marcher ponctuellement. Je sais qu'il y en a qui me diront le contraire, absolument. Alors, sachant que oui, dans un contrôle fiscal, moi, ça fait 35 ans que je fais des vérifications. Il y a quand même des gens qui veulent m'expliquer ce que c'est un contrôle fiscal, hein, je vous le dis. Donc, tout le monde a son avis sur le contrôle fiscal, hein, mais tout le monde. Hein, il y a des gens, ils vont m'expliquer ce que c'est, comment ça se passe et quelles sont les réactions des inspecteurs. Bon, c'est comme ça.
il faut s'y faire, donc vous aurez toujours un avis. Après, c'est comme dans tout conseil, il faut à un moment donné faire confiance à votre conseil. Si vous n'avez plus confiance, il faut en changer, pas hésiter à en changer, mais voilà, c'est à un moment donné, il faut procéder de cette façon-là. Je connais quelqu'un aux impôts, il va arranger tout ça. Alors déjà, à mon époque, ça pouvait marcher. Alors maintenant, mais plus du tout, hein. Là, ils ont tellement peur les uns des autres, mais que justement, donc Dimitri faisait référence au fait que l'administration devait rendre des comptes sur les transactions, sur le montant des pénalités, tout ça. Mais c'est moins on donne de souplesse aux fonctionnaires, plus ils ont peur. Plus ils ont peur d'être contrôlés, plus ils savent qu'ils vont être contrôlés, moins ils prennent de risques. Et moins ils prennent de risques, moins ils vous font des remises parce qu'ils se disent oh là là, si je fais une remise, il va falloir que je justifie, que je fasse un dossier en 4 exemplaires, 5 exemplaires. Ma responsabilité, alors qu'il n'a aucune responsabilité, hein, avant qu'il y ait un fonctionnaire qui soit attaqué, mais il va être mal vu, ceci, cela. Donc, c'est vraiment psychologique chez eux, mais donc c'est une culture pour eux, prendre des risques, c'est antinomique avec fonctionnaires. On le voit bien avec la crise du Covid d'ailleurs, à d'autres sujets, hein, pour d'autres sujets, avec les problématiques qu'on a pu voir dans l'administration face à une problématique qui n'est pas écrite, voilà, donc tout le monde a peur, donc surtout, donc ça marche pas bien. Ça marche pas du tout. Ça peut apporter des choses. C'est sûr que quand je connais très bien une personne, ça peut arranger. Voilà, ça on peut le dire. Ça, on peut expliquer, mieux comprendre, mais ça n'empêche pas que c'est une idée reçue. Je vais prendre tel ou tel conseil car il connaît le vérificateur ou son chef. Alors ça aussi, je l'ai entendu, je ne sais pas combien de fois. C'est pas parce qu'on connaît ou que je connais un vérificateur ou que je connais un chef de brigade qui va me faire des fleurs. Ça, c'est pas du tout dans la culture du tout. Et en plus, si vous dites à un vérificateur, mais je connais votre chef, c'est très mal vu aussi. Et il va se dire, non, je vais être encore plus agressif. C'est souvent la réaction contraire qu'on provoque. Et en tout cas, c'est pas un argument. Je sais qu'il y a beaucoup de mes confrères qui disent, ah, je le connais bien, ça va, vous allez voir. On va rien voir du tout. Il fera rien de plus que quelqu'un qui ne le connaît pas. Donc après, je peux me faire assister par un avocat. Je n'en prends pas car je suis de bonne foi. Oui, donc ça, souvent, c'est ce que j'entends aussi. Même quand j'étais d'ailleurs vérificateur des impôts. Donc, c'est pas parce que vous pensez, vous avez mis tous les moyens pour pas avoir de redressement d'après-coup que vous n'avez rien à craindre. C'est faux. Et l'administration, ça n'empêchera pas de vous mettre l'abus de droit, de vous mettre des pénalités de 80%, d'imaginer qu'il y a des factures fictives. Ça n'empêchera pas. Donc, nous sommes en France où on croit que l'administration est là pour vous défendre. Non, l'administration, elle a sa propre logique. Et malheureusement, je vous dis, on a des contre-pouvoirs qui faiblissent, malheureusement. Mais ne croyez surtout pas, non, jamais, avec n'importe quelle administration d'ailleurs, ça joue, que l'administration est là pour vous, pour votre bien. Ça, c'est utopique. Si je me fais assister par un avocat, les impôts vont considérer que je triche. Alors ça aussi, je l'ai entendu, je ne sais pas combien de fois. Absolument pas. Au contraire, certains vérificateurs vont trouver, enfin, j'ai quelqu'un à qui parler, enfin, j'ai quelqu'un à qui parler technique. Voilà. Donc surtout, ne pas penser ça, c'est le contraire. Même si certains vérificateurs peuvent vous dire pour justement vous faire avaler des choses qui ne tiennent pas. Et je sais de quoi je parle. Donc après, le choix à faire. Je vois pas là, je vois pas la question. Donc choix à faire. Quand faire intervenir l'avocat, donc à toutes les interventions, ça j'en ai parlé lors de ma présentation. Au début, bon, je vais pas y revenir. Donc un avocat c'est cher, oui. Alors un avocat, effectivement, on est spécialisé. D'ailleurs, c'est un point dont je n'ai pas parlé. Nous sommes très spécialisés. Nous sommes sur Bordeaux, nous sommes quasiment le plus gros cabinet en fiscalité qui soit bordelais. Donc n'allez pas à Paris, si j'ai un conseil à vous dire, ils ne sont pas meilleurs que vous. C'est pas parce qu'ils ont une enseigne qui s'appelle je ne sais pas quoi, qui sont forcément meilleurs. Les avocats, c'est chaque personne, elle est compétente, elle n'est pas compétente, elle est spécialisée, elle n'est pas spécialisée. Donc dans le monde moderne, on est dans une situation où les lois sont très complexes. Il faut prendre un spécialiste pour être vraiment bien défendu. Voilà, si c'est pour finir. Et donc forcément, quand on est spécialiste, on est plus cher. Mais on est plus cher parce qu'on va plus vite, parce qu'on a des réflexes et parce qu'on peut vous apporter des résultats tangibles à la fin.